Et donc, c'est dommage que les gens vont parfois cataloguer les Gabonais comme étant des paresseux, mais c'est dommage. Nous, quand les Chinois sont partis de notre village, on a gardé nos rizières, on a gardé des trucs, le savoir-faire. Et ça c'est peur parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus planter le riz. Si aujourd'hui on plante, par exemple, ce sera juste pour nous-mêmes, mais on ne peut plus planter, par exemple, pour aller vendre à l'extérieur. Enfin, là, peut-être la route est un peu revenue, mais c'est difficile parce que la logistique ne suit pas. Il y a des années où on a planté beaucoup de riz, mais on ne pouvait pas vendre. On était obligé de partager au village, partager aux voisins, partager aux gens, cadeaux comme ça, parce qu'on ne peut pas vendre. On ne peut pas aller à Ndende, on ne peut pas aller à Chubanga, on ne peut pas aller à Mouila vendre parce qu'il n'y a pas la route, il n'y a pas les camions qui vont avec, il y a rien en fait. Je comprends. Tu vois, en fait, ce que tu dis, désolé, hein, Mabika, j'ai l'impression qu'on a détourné l'objectif de ton live. Je sais pas c'était quoi le sujet. Non, en fait, vous n'avez pas détourné du tout. Le truc, c'était un live business où j'étais censé inviter le jeune papeterie Uniga, mais on a parlé de son projet de A à Z. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est qu'en fait, moi, j'invite des entrepreneurs. Maintenant, actuellement, j'invite des entrepreneurs, je fais des lives avec eux. Ceux avec qui je peux réaliser des documentaires, je vais vers eux et puis on réalise des trucs. Là, lui, avec lui, en fait, ce soir, il était mon invité dans le cadre de ce live. Mais c'est bon, on a terminé, on a dit tout ce qu'il fallait dire autour de lui. Et puis le reste, lui, on verra en off. Donc, vous n'avez pas du tout déterminé, plutôt détourné le but du live, pas du tout. D'accord. Moi, je suis arrivée à une conclusion, Monsieur Dix. Moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Ou bien je vais laisser à madame, monsieur ou madame Ramatou prendre la parole. Mais moi, je suis arrivée à une conclusion où, pour moi, après, ce n'est que mon avis. Aujourd'hui, moi, dans mon cas, je préfère avoir des assises où je vis. D'abord, pour l'instant, en France, c'est-à-dire, avant, au début, tu vois, quand j'ai constitué mon projet, au début, quand je me suis formée, j'avais la possibilité de m'installer ici en tant qu'agricultrice. J'ai dit non, je m'en vais faire ça chez moi et c'était mon erreur. J'aurais dû d'abord m'installer en tant qu'agricultrice ici et me servir de ce que je gagnais ici comme levier pour aller investir au Gabon. Mais j'ai fait le contraire. J'ai voulu faire les choses là-bas et essayer de faire autrement. Aujourd'hui, en fait, je pense que membres de la diaspora, nous sommes beaucoup. Dire aujourd'hui qu'on doit aller investir au Gabon d'un coup, sans pour autant investir là où on a la sécurité d'investir et d'avoir une protection juridique, je me dis c'est la plus grosse erreur que beaucoup commettent. Apprenons d'abord à être, comment je vais dire ça, comme dit une de mes tantes, être quelqu'un chez nous. Je vous prends pour une petite histoire. J'ai ma mère, par exemple, ma tante, elle, il y a quelques années, elle vivait ici. Son mari décède et tout. Elle décide d'aller s'installer au Gabon. Sans aucune connaissance du Gabon, elle avait fait des années ici. Elle a acheté des taxis, elle a fait des magasins, des hôtels, elle a tout perdu. Elle a dû revenir à zéro. Alors que si elle avait créé une entreprise ici, qui servait de relais, elle ne devait pas reprendre à zéro. Juste pour faire comprendre que où nous sommes, on a quand même des occasions et des opportunités qui sont devant nous, mais qu'on ne voit pas. Parce qu'on estime qu'on va les faire chez nous. Mais sauf que chez nous, la protection juridique, elle est encore ambiguë. La transparence est ambiguë. Les réalités, en fait, il y a des réalités qui font que sur place, en fait, même avec autant de bonne volonté, tu as l'impression que quand tu sors la tête de l'eau, on te l'appuie. Quand tu sors la tête de l'eau, on te l'appuie. J'ai un ami qui est parti avec moi à la même période. Lui, c'est le tourisme sans domaine. Je vous dis que les coca l'ont tellement dégoûté qu'il est en train de revenir en France ce soir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il est en train de revenir en France. Parce que lui, son but, c'était de créer une société, une agence de touristique ici. Donc, il devait prendre les touristes pour les ramener au Gabon. Mais les coca ont fatigué mon frangin. Il est en train de tout vendre. Tellement il est dépassé. Purée. Il n'y a rien. En fait, c'est qu'il n'y a pas une ligne directive où on te dit, lance-toi dans le secteur agricole. Au bout de 3 ans, voici les impôts que tu dois payer. Tant que tu payes, tu passes à autre chose. Ça va passer par la main des X, des Y, des Z. Au final, toi-même, tu gagnes quoi dedans si tu as payé des coca des 80 personnes avant que ça n'arrive dans tes mains? Les coca à non plus finir. Le coca va te dégoûter. Mais pour revenir à ce qu'il disait, par exemple, la réserve de Niali, j'en ai entendu parler. Je n'ai pas eu le temps d'aller quand j'étais là-bas. Tu sais, hein, le truc, c'est d'avoir un seul endroit où plusieurs personnes produisent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour pouvoir mutualiser les ressources. Moi, ce que je cherche à faire actuellement, c'est déjà, en fait, réunir un maximum de personnes, histoire qu'on s'achète une ferme ici, en France. On a la possibilité de le faire. Et s'il faut aller ramasser les crédits, c'est trop de problèmes. On achète une ferme ici. Une fois qu'on a acheté la ferme, l'argent que cette ferme va rapporter, ça nous fera un lien. Et en fonction de comment on va gérer, on peut même obtenir un crédit et faire en sorte que on puisse investir, en fait, l'argent du crédit dans d'autres activités au Gabon. Déclarer ici parce que ça a une certaine forme de protection. Il faut qu'on se dise les vérités. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on se dise les vérités. C'est pas qu'en fait, on ne veut pas faire chez nous. Le jour où on aura la sécurité là, on va faire autrement. On crée une ferme ici. Une fois qu'on a créé les fermes, j'ai vu une ferme là, récemment, là, 30 hectares. Mais la ferme là, vous pensez qu'on va produire quoi dessus? On va produire nos produits africains, le ngombo.
l'oseille, le folon, tous ces produits importés par la Chine, là, on produit ça ici sur place. Tu penses que toi, Mabika, tu vis en France, tu vas aller chercher le ngombo qui a fait les tours de la Chine pour arriver ici, ici en France. Tu vas te déplacer, tu vas faire ta commande, on te livre. Oui, bien. Une fois que c'est fait, ce qu'on ne peut pas produire ici, là, on produit maintenant au Gabon, bah avec l'argent de la ferme, là. Ça veut dire qu'ici en France, c'est déclaré en tant qu'entreprise, comment on appelle ça, d'import-export, avec une exploitation dessus. Des Français, tant qu'ils peuvent gagner l'argent, le crédit, là, ils vont te donner ça. Tant qu'ils peuvent gagner l'argent, ils vont te donner. Parce qu'ils savent que tu vas payer les impôts. Explique ton projet bien structuré. Qu'écoutez, à l'heure actuelle, voici le problème qu'on a. On n'arrive pas à faire ça. Si tu es sérieux, si le truc est sérieux, eux-mêmes, ils vont te dire que ma chérie, tu ne vas pas courir, aller nous planter les arbres foutus là, mais tes impôts, voilà ce que tu payes. Si à la limite, même, on ne t'arrache même pas l'entreprise, là, enlève mon nom. Derrière, en fait, la sécurité que ça t'apporte derrière, qui fait en sorte que, même si là-bas, ils veulent faire genre, tu es gros, tu payes les impôts, tu payes les... Ils ne peuvent pas te fermer. Et derrière, en fait, tout en sécurisant les investissements faits, tu offres de l'emploi sur place. Parce que c'est pas toi qui vas, c'est pas nous qui allons produire, c'est les locaux qui vont produire destinés à l'exportation. Moi, c'est la meilleure des solutions que j'ai trouvées. C'est la meilleure des solutions que j'ai trouvées. Par exemple, s'il faut dire qu'on va prendre nos fonds, gagner durement ici, là où on ne sait pas, on sait que ça peut disparaître du jour au lendemain. Allez dans le coca. Allez poser ça là-bas comme ça, là. Vous n'allez pas croire. C'est que vous allez rentrer ici, là, en rampant. On va ramper. Le truc aussi, c'est que tu ne peux pas, les gens ne connaissent pas, les gens se disent que produire, on a le droit de produire sur une terre qui ne nous appartient pas. Faites-le. L'État fait une réservation foncière dessus, tu perds tout ton investissement. Tout. Ils ne sont pas obligés de te rendre. Ils ne sont pas obligés de te rendre. On a tous des villages vides. Sans compter le fait aussi qu'aujourd'hui, le problème du foncier au Gabon, récemment, j'étais en train de traiter un sujet sur les gens du Cap extérieur, là, qui ont été déguerpis par. J'ai remarqué ce phénomène est en train de devenir récurrent. Bon, en ce moment, c'est un peu basta, mais je pense que il y a certains villages où les gens se plaignent toujours, où certaines personnes se permettent d'aller déguerpir. Parfois, des personnes qui vivent dans des villages depuis des années, on les déguerpit. Donc, je me pose un peu la question, toi qui étais sur le terrain, tu auras peut-être un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Est-ce que ce système-là ne ferait pas aussi en sorte que les gens se disent, tellement qu'ils se croient tout permis, ils se disent qu'en toute façon, les gens ne peuvent pas venir investir ici parce que ce terrain-là, forcément, c'est un terrain qui appartient à X ou à Y. Parce que je ne comprends pas comment, dans un village, on va venir déguerpir les gens qui ont les cimetières de leurs parents là. Regarde, je vais te répondre sur ce truc-là. En fait, ça va même paraître triste parce que c'est pas la terre qui manque au Gabon. Mais la loi gabonaise dit que les terrains appartiennent à l'État. On n'est plus dans ce système-là où, en fait, à l'époque, on avait les terres ancestrales, on savait que ça, c'était la terre des X, des Y, des Z, des machins. Ça n'existe pas au Gabon. Donc, généralement, tous ceux qui ont eu ce type de terre ancestrale ne se sont pas régularisés. Ils n'ont même pas un document. Tu vois ce que je veux dire? Et le pire, c'est que, il y a des choses que je ne peux pas forcément dire là. Au pire, on va bien en parler en inbox. Le pire, c'est que, il y a des moments où même les gens attendent parce qu'ils n'ont pas les moyens de viabiliser les terres. Ils attendent que les villageois la viabilisent pour venir arracher. C'est ça la réalité derrière ce truc-là. C'est terrible. C'est ça la réalité derrière ce truc-là. C'est que beaucoup, moi j'ai vu une situation, je ne peux même pas vous dire. Quelqu'un connu, il me suit, je ne peux même pas parler de ça. J'étais paralysée en tout. Il t'a dégagé sur 30 hectares de famille. J'étais là, je regardais le monsieur là. J'ai dit ouais. Donc c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi par exemple, tu vois, tout à l'heure j'ai dit un truc, monsieur Dix m'a dit un truc, il a dit c'est compliqué. La réalité des choses, c'est que autant que nous sommes là, on veut pouvoir construire chez nous. Vu que c'est difficile, si on est one, autant que chacun mette la main à la pâte. Après Kango, laisser Libreville, ça ne sert à rien. Même Toum, c'est devenu cher. Parce que la dernière fois en Toum, avec mon meilleur ami, on est parti, on a repéré un terrain, 500 mètres carrés, on était à 6 millions. Sans le titre foncier. Sans le titre foncier. 6 bâtons. Avec titre foncier, on était à 12. Ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc moi, ce que je peux dire aux gens, c'est que je pense qu'autant que nous sommes là, on a envie de construire chez nous, on a envie, allons-y, trouvons un endroit au fin fond des je ne sais où. On va morceler les parcelles. On morcelle. C'est-à-dire que s'il faut faire une petite piste, on est 50, 100 à faire la piste. S'il faut ramener l'eau, on est 100 à ramener l'eau. S'il faut ramener le courant, on va commander les panneaux solaires en Chine avec Mabika.
S'il faut prendre ceci, on fait tout, on morcelle. En fait, on a notre endroit où on est dans nous-mêmes, on a nos poules, on a notre... Je vous parle la vérité, c'est plus... On dit ça comme ça, les gens pensent que c'est la blague. Peu importe, Non, c'est sérieux. la C'est vie va sérieux. arriver là-bas. Parce que si c'est Oui, Libreville que vous cherchez là, il n'y a plus la place. C'est même tout là. La place là-bas, les gens les ont pris. Il y a des gens qui ont fait des réservations de 20 hectares, 30 hectares. Toi, tu vas venir avoir la place là-bas comment? On est là, on parle de ça comme ça, les gens disent ça paraît impossible, ça paraît rêveur. Mais le jour que ça va nous bastiller, qu'on va arriver, parce que le pire, c'est que moi, par exemple, je suis allée au fin fond d'un endroit, là, Mabika, je te dis que quand je suis arrivée, les gens qui parlaient autour de moi, j'avais l'impression que je n'étais pas au Gabon. tu as vu, là. C'est comme ça qu'eux, ils s'installent, ils restent là pendant des années, et c'est pour eux à la fin. Oui. Ils vont se régulariser. Allons-y chercher les terrains loin. On commence à un endroit. Au fur et à mesure, on s'étend, Au s'étend, Gabon, s'étend. ce sont les terres. Ils nous suivaient. Ah, Seigneur Jésus. C'est terrible, quoi, franchement. En tout cas, le truc que je peux te dire à ce niveau-là, c'est que faut pas acheter les terrains avec les chefs des villages. C'est pas légal. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça depuis des années. Si tu veux sécuriser ton investissement et éviter les problèmes, ne t'amuse pas à aller acheter le terrain chez le chef des villages. Il va te vendre ça à 10 personnes. Ou le jour que l'État a un projet dessus. Si tu n'es pas capable de justifier comment tu as obtenu ce terrain-là par la voie légale, tu n'as pas droit à un dédommagement parce que tu t'es comporté comme ma boule. Donc, quitte à aller payer 1 million, 2 millions pour te régulariser auprès de la NUTTC pour avoir un vrai titre foncier, parce qu'il n'y a que eux qui sont habilités à donner la terre, à vendre les terrains. Passe par là. Soit tu achètes un terrain avec un titre foncier déjà disponible, soit tu passes par l'organisme qui est là, qui existe pour ce type de truc-là. Parce que personne, en fait, même ta maison là, mon chéri, si tu veux perdre ça, va faire ça. Oh non! Tu dis des trucs. En fait, quand tu dis la maison, là, je pense à ma maison. On te parle de la réalité. La réalité du truc, c'est ça. La réalité, c'est que quand tu as déjà construit, par exemple, supposons que tu n'as pas construit, tu as acheté le terrain. Tu es libre de dire que non, ça c'est trop cher, je ne veux pas. Donc tu cours un peu, on te montre plusieurs endroits. On te dit par exemple, sur la route des Congo, tu peux avoir tant d'hectares à temps. Sur Libreville, tu peux avoir ça. Vu que tu as eu ça à Libreville, Libreville, on te dit c'est 40 millions. Je vous dis que j'ai vu un terrain la dernière fois, quelqu'un qui vendait ça dans Libreville à 350 millions. J'ai demandé au monsieur là, que papa, on travaille combien d'années pour avoir 350 millions? C'est abusé. On travaille combien d'années pour avoir 350? Il me regarde, il rit. Je dis, mais ne riez pas. On travaille combien d'années pour avoir 350 millions? Un terrain. 88% recouvert par la forêt, tout le pays. Mais vous nous faites les choses, on dirait, on est vos ennemis. Ça, c'est un autre point. Donc, imaginez par exemple, si tu as déjà construit la maison à l'endroit sans titre foncier, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Si on te dit le titre foncier de 10 millions, tu vas les payer 10 millions. Alors que quand tu vas sur place, ils ont les plans cadastrales, même si c'est ambigu, c'est wanglou, qui n'est jamais structuré chez eux. Mais bon, au moins, il y a un truc, il y a une base qui est là. On te dit par exemple, sur la zone de Congo, tu peux avoir tant à 500 000 avec le titre foncier, 2 millions. Tu sais que tu payes 2 millions. Et même 2 millions là, sur Libreville, là-bas, tu as ça à 15 millions. Le choix est vite fait. Tu vas l'acheter sur Attends un peu. Le titre foncier t'a délivré en fonction de la zone, qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit rurale, et aussi en fonction de la superficie du terrain. C'est ça. C'est en fonction de la zone. En fonction de la zone, en fonction de la superficie du terrain. En fait, il y a des villages, si tu veux, il y a des zones qui cherchent à repeupler. Tu vois, du coup, là-bas, ça bénéficie de certains avantages. Mais si c'est Libreville, là, tout le monde veut vivre à Libreville. Du coup, le prix de l'immobilier a grimpé. Plus les gens vont s'éloigner de Libreville, plus le prix de l'immobilier à Libreville va baisser. Va chuter, ouais. Tu vois. Donc, en fait, il faut que les gens pensent autrement. Les gens vont se dire, regarde, la zone de Akanda à l'époque, c'était comment? C'était comme c'était là. Qui voulait aller vivre à Akanda? Personne ne voulait. Je vais vous donner un truc actuellement là. Chibanga. Allez acheter les terrains à Chibanga. Ok. Allez acheter les terrains à Chibanga. Je vous parle la vérité. Allez acheter les terrains à Chibanga. Parce que de toute façon, Chibanga est en train d'aller vite là. Ils sont en train de construire je ne sais pas quoi là-bas. Ils sont en train de faire il y a des activités là-bas qui sont en train de venir. Regarde, la dernière fois, j'ai un ami, je pense qu'il allait à Coco Beach parce qu'il a participé à un projet et tout. Mais regarde les hôtels. Même le village a menti. Même chez ma mère au village, on ne dort pas comme ça. C'était sale. Il y a des endroits stratégiques où il faut aller s'installer. C'est là-bas où il faut aller mettre les terrains. Même si c'est loin, comment. En fait, il faut que les gens apprennent à acheter en groupe. Parce que personne ne va venir vous ouvrir la route. Personne ne va vous aider à ouvrir le nombre de forêts là. Si nous-mêmes, la membre de la diaspora, que ce soit les États-Unis, que ce soit machin, on se réunissait, on achetait une forêt, boum, on morcelait tout ça. Ça veut dire que toi, Mabika, tu vas t'installer, tu cherches où aller acheter, tu ne cherches plus à gauche, tu ne cherches plus à droite, tu sais que il y a la forêt de la diaspora qui est là-bas. Quand tu viens, il y a le titre foncier, il y a tout. Mais je te dis que moi, l'un de mes plus grands rêves, c'est de refonder le village que mon grand-père a laissé, qui aujourd'hui est un village qui est dépeuplé à cause de l'exode rural.
Je t'assure que je suis sûr qu'au Gabon, il y a beaucoup de gens qui ont le même projet que moi, d'aller refonder les anciens villages qu'on avait, où non seulement tu as une terre fertile, mais en plus, du coup, ce que tu es en train de dire là, moi, ça me parle. Ça dit que pour moi, c'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est pas de l'imaginaire ce que tu dis. C'est carrément réaliste et c'est comme ça qu'on doit penser. Parce que la réalité, c'est quoi? La majeure partie des zones qui sont aujourd'hui habitées, ce sont des zones qui ont déjà une sorte de... En fait, il y a une sorte de mentalité qui est installée et il y a un système, en fait. Parce que tout ce que tu es en train de décrire là, c'est quoi? En réalité, c'est un système. Un système qui fait que il y a des requins qui se sont installés et qui pensent, chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient, eux, ils pensent profit. Par exemple, pour votre projet, eux, ils n'ont pas pensé que oui, c'est un projet, ce sont des jeunes qui viennent. Non. Ils ont pensé profit. Comment est-ce qu'on peut faire pour tirer le maximum de profit de ces enfants-là? Et c'est ce qui fait que le pays n'avance pas. Parce que quand les gens... Est-ce que eux, ils vont même te dire que non, est-ce que tu veux pas me donner une part? On t'a dit, tu veux ça, voici la part que je prends. Je vous ai dit qu'il y a des choses. Moi, je suis allée dans un endroit. On me dit, mais ma petite, toi, tu penses que tu es qui? On va mal te faire ici. Là, je cache le mot, mais la personne m'a dit ça cru. Ils ne voient pas l'intérêt du pays sur le long terme. Ils ne voient que juste... cru. Je vous dis qu'il y a des zones. Chibanga, actuellement, là. Il y a des petits trucs qui se passent. Il y a des choses le prix des terrains, ça grimpe à Chibanga, mais tu ne peux pas. Et les gens ne se rendent pas compte. Je pense que c'est là-bas où ils veulent construire le barrage ou je ne sais pas. C'est là où vous voyez les Libanais là nous gagnent. Parce que le Libanais et le Chinois, quand ils s'installent à un endroit, c'est parce qu'il y a un projet stratégique. Vous avez Ndindi, là où ils ont découvert, même si ça existait depuis, comment on appelle ça? La potasse. Même si la potasse, c'est un truc qui existe depuis. Mais bon, ça existe là-bas depuis. Avant de créer l'usine, là, c'est là-bas où les gens doivent commencer déjà à acheter les terrains parce que s'il y a l'usine qui arrive, il y aura de l'activité et du coup, en fait, les gens vont chercher les endroits tous les gens qui vont venir pour travailler ce truc-là, ils auront besoin de se loger. La dernière fois, j'ai vu dans un village, les touristes français qui étaient là-bas, ils étaient dans des tentes, tellement il n'y a pas des endroits décents pour recevoir. Si on arrivait à faire ça veut dire que là, on se dit, écoutez, on achète une forêt. Si l'État nous dit, vous nous louez tant la forêt, pendant 9 mois, on fout la banane. L'argent récolté, on va acheter un grand terrain dans un village. Tout le village, c'est pour nous. On fait chez nous, cherche l'argent avec la torche. Et non, pardon. C'est fort. Il y avait quelqu'un là que je voulais qui dise un peu quelque chose. WSCH. Tu es là? Oui, je suis toujours là. Bonjour. Bonjour, Ouais. bonsoir. Au début, bon, on va se contacter en inbox en tout cas, parce que moi, je suis en train de bosser un peu actuellement sur une dynamique. Parce que je pense que, honnêtement, les entrepreneurs gabonais, non seulement il faut qu'on se donne de la visibilité, de la force, mais aussi, il faut qu'on commence vraiment à communiquer sur l'entrepreneuriat au Gabon dans toutes les dimensions et dans tous les secteurs. Pourquoi? Parce que, si vous remarquez bien, il y a une sorte de désinformation passive qui se passe. Ça dit que c'est vrai, aujourd'hui, les jeunes Gabonais s'intéressent à l'entrepreneuriat, mais il y a aussi le fait qu'on ne communique pas assez qui fait qu'on n'est pas très présent dans l'écosystème. Ce qu'elle est en train de dire là concernant l'agriculture, c'est aussi des cas qu'on peut retrouver sur plusieurs autres secteurs, peut-être différemment, pas forcément avec les mêmes problématiques, mais c'est à peu près le même système. Et du coup, moi, je suis convaincu que avec plus de paroles sur la toile, avec plus de dénonciation, même si on ne cite pas forcément les noms des gens, on ne dit pas forcément les choses comme elles sont, mais le fait de prendre la parole publiquement sur certains sujets, ça va commencer à changer quelque chose et ça va commencer surtout à nous réveiller nous-mêmes sur la volonté qu'on doit avoir d'aller sur le terrain. Parce que tant qu'on n'investit pas le terrain, tu vois, par exemple, quand les jeunes se décident qu'ils veulent aller investir dans un domaine, l'agriculture, ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a des requins qui sont là et les requins, eux, ils n'aiment pas voir les petits poissons ou bien ils n'aiment pas voir les autres espèces. Ils se disent tout de suite que je peux sauter pour manger. Donc, c'est ça, en fait. Et il faut qu'on commence maintenant à parler de ce qu'on fait comme activité. Bon, il faut qu'on arrive, on parlait de ça avec des amis la dernière fois, faire des podcasts, chacun dans son domaine de compétences. Tu vois ce que je veux dire? Mais des choses bien faites. On se retrouve, c'est pas parce que toi, après vous êtes loin, on fait des trucs en fait. Moi, je suis en France actuellement. Non, j'étudie en France. Là, en tout cas, je suis à 2 heures de Paris. Je suis au département en Allier. Mais je monte facilement sur Paris. Non, moi, je suis à 1 heure de Paname. Je monte facilement sur Paris. En fait, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à créer une sorte de plateforme où on s'assoit, nous tous, on discute, mais pas, on met un règlement. Tous ceux qui viennent raconter leur vie, qui n'ont rien à dire, qui ne sont pas en phase avec tout ce que nous, on a apporté, on dégage les personnes. Mais on a besoin d'une plateforme où on se retrouve, nous tous, et on arrive à échanger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait un projet. On sait que s'il faut acheter du matériel, au lieu d'aller chercher des fournisseurs à gauche, à droite, il y a Malika qui est là, on donne le marché à Malika. Parce que si nous-mêmes, les gens entre nous, on ne se soutient pas, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Parce que moi, quand je suis allée au Gabon, par exemple, moi j'étais surprise lors du forum du blocage n'importe. Vous savez comment on m'a appelé là-bas? On m'a dit je suis camerounaise.
On m'a dit, une Gabonaise ne peut pas parler comme ça. Toi, là, tu es camerounaise. Et de là, il y a une maman qui m'interpelle. Elle me dit, ah, ma fille, vous, les gens de la diaspora, là, vous ne voulez pas venir aider ici. Machin, vous trouvez normal que le digital du pays soit dans les mains des Indiens. Puis la dame dit, mais vous me racontez quoi? Dit que vous avez essayé de faire rentrer vos enfants qui sont en Europe, là. Sinon, moi, je connais des gens performants, hein. Des purs produits de maths sup de Libreville, hein. De lycée Léon Bas. Il y a beaucoup, là, vous essayez de les faire rentrer avec le marché aux Arabes. Oh non, machin, mais revenez vous battre. Comment se battre comment? On est des chiens. On se bat avec toi, tu te bats en chloroquin alors que tu es... On te demande de venir te battre alors qu'on t'arrache toutes tes défenses, on t'arrache même tes... Mon frère, tu es une sardine, tu vas te battre Tu veux te battre avec les requins. Mon frère, on se bat avec qui? Regarde, attends un peu, Dix. Mais est-ce qu'on est censé se battre? On est censé nous ouvrir les portes. Et le pire, c'est que les gens ne comprennent pas. Tu vois, là, on parle de dette, on parle de plein de petits problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais le plus grand développement qu'un pays a, c'est l'humain. Exact. C'est l'humain. C'est l'humain qui fait le gain. Ça veut dire que si toute la génération 80-90, ce qu'on appelle la génération oubliée, avait de l'emploi, ils payaient les retraites des autres. Ainsi de suite. Parce que ce qu'on oublie, c'est que là, tous ceux qui ne travaillent pas 80-90, là, qui va payer leur retraite? Eux, ils sont censés payer la retraite des parents qui sont vieux, là. Et ceux qui viennent après sont censés payer la retraite. Mais qui va payer leur retraite? Il n'y a pas le travail. Mais les gars, là, ils continuent de garder les postes. Vraiment, ils sont toujours en poste. Les petites entreprises, là, les micros. Moi, j'ai un ami, par exemple, ici, il est peintre. Mais le frangin est booké sur 2 ans. Sur 2 ans, il est booké. Mais c'est ce qu'on appelle petits métiers au Gabon, les métiers de l'artisanat. C'est ça qui rapporte l'argent dans un pays. Mais en fait, il n'y a pas de loi claire. Il faut qu'on arrive à mettre l'accent dessus. On décortique les lois au niveau de l'entrepreneuriat au Gabon. Et on fait des propositions, En fait, il faut qu'on arrive à créer du contenu, mais le genre de contenu, quitte à promouvoir les pages. Regarde, Hervé, quand tu parlais de digitalisation, et ça m'a rappelé un truc que Mr. Mabika était en train de parler avec le petit Anthony, enfin le frangin Anthony qui a créé Uniga, qui fait la papeterie. Il lui disait que si tu as le marché de l'État, tu auras le plus gros client de l'État. Oui et non, parce que mauvais payeur comme ça. L'État, c'est très dangereux de travailler avec l'État. Moi, je te jure. Parler, pardon. Moi, c'est parce que juste, je n'ai pas envie de parler et dire certains noms parce que déjà, il y a des frangins qui ont peur. Non seulement il y a des frangins avec qui je travaille qui ont peur, mais parce que je suis aussi sur le live de truc, donc je peux pas dire des noms comme ça. Mais si tu veux une anecdote, c'est que au moins, il y a une institution gabonaise, une administration gabonaise qui m'a appelé pour travailler avec eux, pour faire ceci, mais à travers un autre frangin, la société d'un autre frangin. Donc, on a commencé à travailler. Le frangin, sa boîte est tombée et l'administration en question doit plus de 70 000 euros. Et donc, moi, je connais un là. Je connais plein là. Même toi, tu dis 70 000. Je connais plein là. Regarde, pardon, mieux n'est pas, ne rentre même pas dessus cette là parce que c'est grave. C'est des mauvais payeurs, mon gars. C'est des mauvais payeurs. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est méchant. Ça peut paraître méchant, mais c'est logique. Et la digitalisation là, je suis tombé sur le site internet d'une administration au Gabon. J'ai contacté l'administration en question. Je leur ai dit, attention, votre site internet, non seulement il est mal fait, mais il n'est pas terminé. En plus, au niveau de la sécurité, c'est dangereux. Donc, j'ai fait un diagnostic comme ça. J'ai envoyé le diagnostic gratuit aux gars. Ils me disent, oui, on veut refaire le site internet depuis là, machin et tout. Et je dis, oui, nous, on a une agence où on fait ça. Enfin, moi, je vous contacte, mais je suis juste designer et derrière, j'ai des développeurs. Et donc, on vous propose, déjà, je vous ai fait un diagnostic gratuit. Et je vous ai mis en garde par rapport à votre site internet. Et donc, la première chose que vous allez faire, c'est déjà d'enlever votre site internet en ligne parce que si les Gabonais tombent sur ça, ils vont vous faire mal. Votre site internet n'est pas terminé. Le texte même que vous mettez sur le texte lorem, c'est-à-dire des textes générés par l'IA, juste qui, au fait, ça ne dit rien. Et donc, j'ai dit au monsieur, donc, vous voulez qu'on bosse. On fait comment? Je vous envoie une première maquette. Le gars, dès qu'on a commencé à parler les chiffres, les prix, il n'y a plus de retour. Tu veux qu'on digitalise quoi? On vous propose des choses où vous nous faites passer pour des clones, où vous allez aller donner ça aux Indiens. Le problème, c'est que quand un Indien va te faire un site internet, non seulement la donnée sensible du pays est à un autre pays,
Quoi? Ça, c'est un. C'est-à-dire que les données du pays sont à d'autres personnes. Ça, c'est un. Deux, les Indiens, la manière dont ils les citent, ils font des choses pour que, dès qu'il y a même un bouton du site Il crée la internet qui a un dépendance. problème, tu vas retourner vers chez eux, au fait. Il crée le besoin. C'est la même chose. Je discutais avec un ami qui est spécialiste dans les NTX. Lui, c'est la partie implantation de fibre optique. À l'époque, je pense que le marché avait été donné à la Corée du Sud, je ne sais plus trop. Ce sont eux qui étaient chargés d'installer la fibre dans Libreville et tout. En tout cas, moi, j'étais encore à Libreville à l'époque quand ils installaient les circuits là dans Zinc. Mhm. Mais c'est une grosse erreur. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos communications transitent par un système dans lequel on ne sait pas s'ils décident de nous placer des mouchards à l'intérieur qui vont rapatrier toutes les informations sensibles. Ils peuvent le faire facilement. Alors que le Gabon a des ingénieurs qui connaissent comment on peut implanter ça et comment il faut faire, et surtout pour sécuriser le territoire, parce que la fibre optique, l'implantation d'Internet dans un espace comme Libreville, bah, c'est quelque chose qui devrait rester confidentiel, même si on peut collaborer avec d'autres, mais au niveau des éléments sensibles, ce sont nos techniciens. Mais Alors, je vous dis que le problème là-bas est spirituel. Il faut qu'on crée notre village où on va aller rester. On a notre roi là-bas, où je ne sais pas, notre reine qui Le roi de la diaspora. Ne riez pas. On a notre Et si vous remarquez bien, il ne faut pas rire les choses comme ça. On vous parle les choses parce qu'on a l'impression que nous, on est, en fait, vous savez, moi, quand je suis allée au Gabon, j'ai l'impression que les gens en fait, je ne sais pas. En fait, c'est comme s'il y a deux types de Gabonais, quoi. Ou toi. Il y a une division, mais tu ne peux pas, c'est la Bien sûr. Et c'est ce que je voulais te dire. Il y a une division entre la diaspora, même d'abord, et les gens qui sont sur place. Et ça, c'est politique, en fait. Il y a une division, mais tu ne peux pas. Le jour où on avait fait le forum de blocage d'importation des poulets des chairs, là. Le jour là, moi, je vous ai dit que j'étais dans le panel de l'accès au foncier. Parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas la terre depuis des années. Et là, on devait sortir de là avec une feuille de route, à donner que, en fait, la ministre de l'Agriculture à l'époque devait donner au chef de l'État. Je vous dis qu'on est sorti de là avec une feuille caduque. Parce que les vieux qui étaient assis là ne voulaient pas nous écouter. La feuille était caduque. C'est qu'à un moment donné, quand ils ont exposé ça sur le tableau, il y a quelqu'un qui a pris le micro pour dire, mais vous avez écrit quoi? J'ai levé la main pour dire que, vous êtes les vesteux, nous sommes des maboules. Donc, assumez vos choix, envoyez la feuille là, caduque comme ça. Tous m'ont regardé, ils ont rigolé. Il y a un papa qui a pris le micro, il a dit, bon, vous êtes là assis ici. Vous êtes là assis ici avec vos vestes, vos gros ventres. Combien d'entre vous là a une plantation? Et puis c'est vous qui venez faire les lois pour nous. Donc vous n'avez pas pensé à venir sur le terrain nous appeler pour comprendre nos réalités en fonction de soi faire les lois. Mais vous encore une fois de plus avec vos vestes et vos gros ventres, je vous dis que tout le monde était au sol. Le papa l'a eu un courage. Je vous dis que le problème, c'est le fait qu'ils ne veulent pas libérer la place. Et ils estiment que nous, les jeunes, on n'a rien à dire. Alors que si on fusionnait leur expérience à eux et on a adapté ça à maintenant, on pouvait s'en sortir. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Je vous dis qu'il faut qu'on arrive à créer des plateformes. De la même manière que les gens créent l'engouement sur Internet pour les choses politiques, là. C'est la même manière qu'on doit faire le bruit. Ou de réfléchir qui va être le prochain président, qui va faire comment. Nous, on doit avoir une plateforme comme ça. Quand les gens arrivent, il y a les vraies informations réelles du terrain. Combien de personnes ont voulu investir au Gabon en construisant des maisons et étaient obligées de passer par des parents, alors qu'il y a des sociétés fiables sur place, dans le BTP. Vraiment. Regarde-moi, par exemple, moi j'ai mon meilleur ami, il a sa société de BTP, dedans, il emploie les Gabonais, il y a des peintres, il y a des machins, même s'il faut souvent la merde, mais il fait avec eux. Il a son meilleur ami à lui. Le gars est charpentier. Quand il te fait une porte avec le bois du Gabon, mais tu ne peux pas. C'est pas moins de 2 millions la porte. C'est pas moins de 2 millions. En fait, il y a un savoir-faire sur place qui existe, mais qui est étouffé. C'est ceux-là qu'on doit aller chercher. C'est ceux-là qu'on doit aller chercher. On commence quelque part. On fait, regarde même ce que le jeune a fait là. Le cœur de la banane. Le stick de la banane là, le pied lui-même. On fabrique le papier avec. On fabrique. Je vous dis qu'il y a des trucs qui sont là. Mais c'est la division, les esprits de je ne sais pas, qui nous mangent, qui nous frappent. Non. C'est compliqué, quoi. Judas et Jézabel dans un même corps. Tu vas dire aux gens que non, moi je vais aller m'associer avec les Sénégalais, tu vas aller t'associer avec. On va dire que tu es bizarre. Alors que derrière, en fait, tu as l'impression que tu pars dans le vide. Moi, quand j'ai commencé à regarder, ils disaient, combien des Français sont venus me voir? J'ai dit, niette. Je travaille avec les Gabonais. Quand j'étais au Gabon, là, la manière que j'ai pleuré au Gabon, mais vous ne pouvez pas. La manière que c'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami,
Il marche, il est obligé de marcher avec moi comme si c'était sa femme. Il est parti me chercher une bague, il a pris la mise sur mon doigt. Donc, quand je partais des administrations, il m'accompagnait. Mais même avec la bague, là, ils s'en foutent. Ils te disent même que, c'est les gens qui vivent en France, quand on vous entend parler, là. Tu penses que lui peut te faire quoi? Parce que Ils ont une mentalité qui est triste. Moi, je pense que ça, il faudra réfléchir là-dessus, sur le podcast, là. Chacun dans son domaine, on essaie de faire des jolis podcasts. Mabika, toi, tu es toujours en Chine? Non, je suis en France en ce moment. Tu es en France en ce moment? On peut faire ça. Hein. On fait des podcasts bien visuels. Hein. Par exemple, moi, j'ai un ami, lui, il maîtrise le secteur touriste. Il va parler un petit peu des difficultés qu'il rencontre. Moi, je peux gérer au niveau agricole. Ceux qui sont dans le digital, qui ont un peu touché sur place au Gabon, qui savent comment ça se passe, essayer de mettre en lumière et proposer des lois, des trucs pour nous protéger. Et faire du bruit là-dessus. Moi, je pense que c'est un bon truc qu'on peut d'abord faire dès le départ. Ouais, moi, je suis convaincu que la meilleure manière de soigner ce mal-là, c'est vraiment d'en parler, de faire des propositions, de critiquer ce qui se passe déjà sur le terrain et puis de faire des propositions par rapport aux lois, voir comment les lois peuvent contribuer à mener les choses à changer. Parce que la réalité, c'est que si les lois arrivent à être assez efficaces dans le domaine, on aura moins de requins qui vont se permettre. Parce que la réalité, le problème, c'est même pas la loi, le problème, c'est l'applicabilité. Il n'applique rien. Clairement. Il n'applique rien, tu vois. C'est ça. Le truc, c'est peut-être faire des retours d'expérience de du vécu. Par exemple, tu vois, je ne sais pas pourquoi, par exemple, tu vois, par exemple, moi, dans mon cas, quand ils font des annonces au niveau du secteur agricole, ils auraient pu me contacter, j'aurais fait la pub. J'aurais fait la pub, la gorille. S'ils n'arrivent pas à communiquer dessus, ils auraient pu chercher des têtes sur Internet en fonction des données. Non, la communication, en ce moment, la communication au Gabon, c'est un fiasco total. En commençant par la communication de la présidence, Regarde, la dernière fois, non. La dernière fois, je pense que c'était même ce que tu disais, la communication de la présidence. Le gars, ils m'ont même bloqué. Il parlait de, comment on appelle ça, du blocage de poulet de chair, là. Ils ont mis, normalement, on doit produire 55 000 tonnes de poulet sur place. Ils ont mis, je pense, 65 000. Donc, j'ai commenté, j'ai dit non, c'est 65 000 ou de 65 000. Ils m'ont bloqué, ils ont supprimé la publication. C'est ça. C'est pas possible. C'était pas méchant. Ils m'ont bloqué, ils ont supprimé la publication, ils ont remis après. Tout est faux, en fait. Tout est faux. Les chiffres, là, les publications, la communication, les chiffres, tout est faux. On ne sait pas où c'est le truc qu'on devrait nous, par exemple, la diaspora, le truc qu'on devrait faire ensemble, c'est de être fort financièrement, en fait. C'est ce que je vous ai dit tout de suite, là. Je vous ai dit, moi, dans ma tête, il y a un truc qui est là devant nos yeux. Ne cherchez pas loin. Il y a le marché de Rungis qui cherche les fruits. Chaque année, il cherche les fruits. Fruits de la passion, mangue, ananas, banane. On prend ici, on emmène là-bas. Là-bas, on nous fait beaucoup, on gagne ici en euros. C'est des choses à mûrir. Réfléchissez-y. Ouais. On peut faire les choses autrement. Je vous dis la vérité, parce que prendre comme ça, là, aller déposer un bio, sans sécurité, sans bouclier. Regarde. Au marché des Rungis, même l'Ongumba, on peut déjà apporter. Là, vous n'êtes pas chercher l'Ongumba, c'est vous tous, c'est interdit. C'est la viande, non? C'est aussi le plus gros marché des viandes. À part des fruits, c'est aussi le plus gros marché des viandes. Regarde un peu, comment on appelle ça. Actuellement, il y a le salon. Si ça vous dit, même on peut se rencontrer là-bas. Hein. On va tous au salon de l'agriculture. C'est la Côte d'Ivoire qui a l'honneur. Quel salon? Salon international de l'agriculture. C'est la Côte d'Ivoire qui a l'honneur. C'est où, ce salon? Paris. Où exactement? Attends, je regarde ça, je te le donne. Parce que moi, j'ai les places pour le salon du Bourget, le salon de, ça s'appelle comment? Moi, je vais aller. Ça permet d'avoir un bon carnet d'adresses et de voir ce qui se fait, de rencontrer des partenaires, tu vois. Salon. Attendez, je vous donne. Salon international de l'agriculture. C'est en février, là, ça doit être le 20, là. Du 20 au machin. Boycott, salon de l'agriculture, organise un événement alternatif. Les agriculteurs, laissez-nous vivre un peu. Hein. Salon international de l'agriculture, c'est du 21 février au 1er mars. C'est sur plusieurs jours. Hein. C'est, comment on appelle ça? Attends, accepter. C'est où même ça, c'est pas ça. Attends, je regarde aussi mon... C'est à Paris Expo, porte de Versailles. Ouais, WSCH là, je t'avais posé une question, s'il te plaît. Parce que après on pourra se contacter en off pour que il y a toi et à Tendance aussi, on va faire un autre live prochainement. D'accord, moi ça marche.
Je me suis déjà abonné. De toute façon, j'ai pas entendu la question. C'était quoi déjà? Donc, je disais que voilà, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que toi tu fais, quoi. L'histoire d'avoir déjà un briefing là-dessus, et puis le reste, on en parlera en off. Moi, je suis un peu dans le même domaine que la Grande Harvest. Mhm. Mais on fait presque la même chose, mais pas dans le même type d'environnement. Ah, ok. C'est-à-dire que moi, je me concentre plus sur, on va dire, préserver la nature. Parce que c'est vrai qu'on a 90%, 92%, je sais pas combien de terres au Gabon. Mais ce serait bien aussi qu'on ne se dise pas aussi que bon, on va tout casser pour pouvoir construire d'autres choses, tu vois un peu. Parce que dans Mhm. d'autres pays, ça se fait. Ils ont beaucoup de terres, après ils commencent à tout détruire à cause de l'innovation, comme exemple. Du coup, moi, je suis plus dans la préservation un peu des terres, essayer de Mhm. limiter les maladies du sol et autres, l'empreinte carbone. Ouais. Ok. En tout cas, on en parlera en off et puis on va programmer un jour de live parce que franchement, j'aimerais qu'on fasse un peu plus de live sur les thématiques qui ont du sens et qui vont porter la jeunesse gabonaise un peu plus en avant parce qu'aujourd'hui, franchement, le fait qu'on n'en parle pas et que les personnes qui sont les plus mises en avant sur la toile gabonaise, ce sont les gens qui font honnêtement dans la distraction. Et c'est ce qui fait que, vous savez, dans une cour de récréation, chacun est en train de faire sa petite distraction et c'est là que les requins profitent pour faire ce qu'ils veulent parce que ça leur permet de en fait, ils ont le champ libre de faire ce qu'ils veulent, vu que les gens ne sont pas concentrés. Or, s'il y a déjà aujourd'hui, si nous on arrive à créer euh, vraiment une sorte de contenu vraiment sérieux autour de certaines thématiques clés, on peut être le début de quelque chose en matière de changement, honnêtement. Oui. Il faut qu'on le fasse parce que souvent, on se dit souvent, ouais, on va pas oser parce que certainement, c'est à raison, hein, pas forcément à tort, à raison parce que c'est quand même risqué. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas venir me mettre sur la table pour commencer à parler d'un truc que j'ai vécu avec une certaine personne parce que je ne sais pas la puissance que cette personne a. Par contre, si on est nombreux, ce serait difficile d'attaquer plusieurs personnes en même temps, même si elles sont faibles. Même si elles sont faibles, quand un requin arrive devant, moi j'aime beaucoup plus les images parce que je regarde beaucoup les documentaires de poissons. Un lion arrive devant un troupeau de cerfs, il aura du mal à attaquer. C'est comme un requin qui arrive devant un banc de poissons. Il cherche toujours à isoler soit une partie, ou bien il isole un et puis il attaque. Mais quand vous êtes en groupe, vous êtes forcément puissant. Donc c'est vraiment important qu'en tant qu'entrepreneur, que ce soit petit entrepreneur, que ce soit que vraiment qu'on se concerte dans la création de quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau des contenus déjà, pour avoir une visibilité, essayer de galvaniser une audience autour de ça. Ce serait vraiment important. Donc en tout cas, on va parler en off et puis voilà quoi. Moi, en tout cas, bon, je suis du côté paternel, je suis de Moabi. Mm. Le père de mon père, c'est Nyonda Makita. Je suis né d'une famille de rebelles, Des guerriers. de guerriers. Depuis le collège, j'organisais déjà les grèves. Ali Bongo est venu à Chibanga. J'étais en 3e. On nous envoyait les canters pour aller accueillir Ali Bongo. J'ai dit, personne ne monte dans les canters là. Pareil, quand je suis allé à Paul Kouya, on avait devoir, on nous dit, non, vous ne partez pas faire les examens, vous partez accueillir Ali Bongo. J'ai dit, Blaise Lembe, lui-même, il doit venir nous chercher ici, là. On ne sort pas aller accueillir Ali Bongo. En tout cas, moi, je ne pars pas. Donc, les ouais de bouler, les ouais de rien à voir avec ça, c'est même pas un truc où j'ai dit non. Moi, c'est comme ça. Je te dis ce que je pense, ce que je n'aime pas. Maintenant, si tu es fort, tu me bolais. Si tu n'es pas fort aussi, là, c'est ton problème. Moi, si je veux parler sur ma page, je dis les noms, je dis les trucs, je dis ceci, je dis cela. Après, maintenant, le reste, vous faites comme vous voulez. Après, ce qui est dommage, c'est que, tu vois, parfois, on fait des trucs, c'est pas pour chercher le buzz, c'est pas pour faire des trucs, c'est pour attirer l'attention sur les choses qui se passent mal, c'est pour édifier la population et la communauté sur des choses. Mais on nous fait passer pour on nous donne des casquettes qu'on n'a pas et on se retrouve à avoir des conflits diaspora, les Gabonais qui vivent sur place, les Gabonais qui vivent sur place au Gabon. Et c'est totalement dommage. Au fait, moi, je me retrouve à faire des débats avec parfois des amis qui ont fait l'école avec moi, qui me demandent, qui vont me dire, ouais, mais vous, à la diaspora, on ne sait même pas c'est quoi votre rôle, vous voulez vous faire voir. Ou bien vous faites ça seulement parce que vous êtes à l'étranger. Mais c'est notre rôle, au fait. Par exemple, moi, quand je dis, je suis venu en France parce que le Gabon m'a donné une bourse d'études. Mais quand j'explique certains problèmes, je suis dans mon rôle. Quand j'ai dit non à l'extérieur,
Le courant ou bien de l'eau dans mon domaine, dans le traitement de l'eau, ça ne se passe pas comme ça. C'est que je suis dans mon rôle, je suis presque un espion en fait. Et donc je vous dis non, attention, ça ne se passe pas comme ça. Voilà comment les autres font. Mais vous allez venir me taper dessus pour me dire non, tu fais ça parce que tu vis à l'extérieur. Mais bien sûr, je vis à l'extérieur et on m'a envoyé faire ça. Pourquoi je ne veux pas vous dire les choses pour lesquelles on m'a envoyé à l'extérieur? On m'a donné une bourse pour aller étudier à l'extérieur. Et quand je vous dis non, chez les autres ça ne se passe pas comme ça, en réalité c'est un retour d'expérience. Maintenant, à quel niveau tu vas me dire non, oh, tu fais ça parce que tu vis à l'étranger ou bien tu veux te faire voir? Non. Jusqu'à preuve de contraire, c'est moi qui est à l'étranger et je connais mon pays et je connais ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quand je te dis ce que vous faites là avec la SCG, c'est pas comme ça que ça se passe chez les autres. J'ai quand même 8 ans d'expérience dans le domaine. Et donc, tu vas me raconter quoi? À preuve de contraire, c'est que chez nous, ça ne marche pas, chez les autres, ça marche. Et il s'avère que je travaille chez les autres. Donc, quand je t'ai dit, arrête de faire ça, je connais de quoi je parle. Et en plus, on m'a envoyé faire ça à l'étranger. Sauf que ces voyous-là ne veulent pas nous utiliser comme tels. Bon. C'est compliqué, mais bon. Moi, je pense que, effectivement, pour aller dans ton sens, les gens ne se rendent pas compte de l'importance d'une diaspora. Aujourd'hui, la majeure partie des gens qui ont été envoyés à l'étranger, dans le cadre des bourses d'études, par exemple, moi, j'en parle parce que je suis un peu beaucoup au parfum de ce qui se passe dans la vague des dernières personnes qui ont été financées entre 2018, 2019 et 2024, parce que je pense que c'est la dernière vague en termes de bourse d'études, master, doctorat. C'est un peu triste, mais la plupart des gens, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Tu as l'impression limite que tu n'es pas important pour le pays. Exactement. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est triste, c'est que même ce que je trouve bête, c'est qu'ils perdent énormément en termes de personnes ayant des connaissances. Ils perdent énormément d'ingénieurs, ils perdent énormément de médecins, ils perdent énormément d'avocats. C'est-à-dire que ils perdent littéralement et aussi énormément d'entrepreneurs. Par exemple, là, je vais revenir par exemple sur notre cas. Une personne nous avait demandé à nos équipes de leur faire une application et tout ce qui s'ensuit. Ils nous ont posé un prix, on leur a donné notre prix. Maintenant, ils ont dit non, vous êtes trop cher et tout ça. On a dit ok, il n'y a pas de souci. Ils sont allés faire une autre application. On a vu ça. On a vu que l'application de la dame ne tenait pas. Et le pire, c'est qu'elle les a payés encore 2 fois plus cher que nous. C'est-à-dire que nous, on avait décidé de faire ça entre les doigts de la main à 3,5 millions, ce qui est peu pour une application. Elle a allé chez une entreprise, je ne sais pas laquelle. L'autre codeur a vu ça, il a dit ça, ce sont des bêtises. Et le pire, c'est qu'elle estimait que c'était trop cher parce que nous, on était des étudiants. Mais l'expérience n'a rien à voir, ou bien la compétence n'a rien à voir avec le fait que tu sois étudiant ou que non, si tu peux réaliser le truc avec la compétence que tu as et que ton truc est viable, tu mets le prix, c'est tout. Bien sûr, on a mis le prix. Et ça, on remarque en fait qu'il y a énormément d'applications, de sites web qui ne sont pas sécurisés. Bien sûr. C'est-à-dire que on demande seulement, c'est-à-dire que si l'on me demande de là à là, de prendre les données, mais c'est comme une passoire, c'est comme s'il nous disait juste venez, prenez. Qui te sert. Non, il ne faut pas rire. C'est-à-dire que s'il y avait des gens mal intentionnés, même certains programmeurs qui se disent être programmeurs au Gabon, il y a très peu de trucs qui sont sécurisés. Les données des personnels des gens fuitent n'importe comment, au plus haut point qu'on s'est même servi même de toutes ces incompétences-là pour pouvoir au moins sécuriser nos trucs et nos sites. Et tu vas voir des gens qui vont donner des prix farfelus pour des applications qui ne sont même pas censées coûter ça, ou même pour des sites. En fait, ça ne fait juste que choquer. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le même problème que RTL, en tout cas les réseaux qui sont au Gabon, ont problème de sécurité? Parce que, bon, effectivement, quand les données fuitent, soit ce sont eux qui vendent les données là des tiers, ou alors il y a un problème de sécurité et puis les hackers rentrent et ils prennent les données et puis ça fait fuiter parce que à un moment donné, il y avait souvent un souci de tu reçois des appels téléphoniques voilà, des arnaqueurs là, des gens, parce que c'est que la plupart des gens qui font l'arnaque au Gabon là, notamment les Camerounais, les Naïdjais, les Français qui sont un peu avancés dans le codage là, la plupart ils ont des données vraiment les données, ça dit qu'on dit. Non, c'est même pas la même chose. Je me permets de répondre, après je laisse au frangin qui va répondre. Moi, je vais répondre parce que c'est ce domaine-là m'intéresse énormément et je me suis très formé sur ça. Déjà, faut savoir que les entreprises comme les RTL, comme ça là, qui viennent de l'étranger, le plus souvent, ils viennent avec leurs propres ingénieurs et leurs propres compétences. Et après,
s'ils veulent donner les postes aux Gabonais, ce sont des postes de personnes qui exécutent. Maintenant, à quel niveau, quand on parle de la sécurité, à quel niveau les Nigériens, par exemple, arrivent à rentrer dans le domaine, à voir certaines données? Ils n'ont pas toutes les données. Hein. Pourquoi ils arrivent à avoir certaines données? Parce que tu vas voir, par exemple, les personnes qui vendent le plus souvent les puces, en dehors de la maison mère, tu vas voir que ce sont les Lika, ce sont les Nigériens, ce sont eux qui nous vendent les puces au quartier. Donc, ça veut dire que les gars se font déjà une base de données à eux-mêmes. Parce que les gars ce sont pas des idiots. Ils se font leur propre base de données à eux-mêmes. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain mois, au bout d'une certaine année, ils savent qu'ils ont vendu tant de puces. Et à partir de ça, par exemple, ils savent que les Gabonais eux-mêmes, ils n'ont pas les connaissances dans la sécurité. Ça veut dire que quand ils vont t'envoyer un lien, ils vont te dire, clique sur ce lien. Toi, tu vas cliquer. Ils vont t'envoyer un cheval de Troie, ils seront déjà dans ton mobile, et ça, c'est pas le problème d'Airtel. Ça, c'est ton propre problème à toi-même. Et donc, quand tu mords sur ce piège, et voilà pourquoi même parfois beaucoup de nos influenceurs, ils perdent leur page, ils se font leur compte, voilà, ils se font pirater n'importe comment. C'est ça, c'est que eux-mêmes, ils ne sont pas avertis aux questions de sécurité. Et donc là, c'est pas au niveau d'Airtel. Maintenant, si tu veux faire la différence entre le fait d'avoir les données d'Airtel et le fait d'avoir les données propres à eux-mêmes, ça va se situer, par exemple, si quelqu'un arrive à pirater ton compte Airtel Money, là, c'est que ça, la sécurité vient de Airtel. Mais la preuve jusqu'alors, c'est que pour t'arnaquer quelqu'un qui perd de l'argent, par exemple, de son compte Airtel Money, ils vont te dire, j'ai perdu mon argent, je t'ai envoyé trop d'argent, est-ce que tu peux me renvoyer? Ce sera ce genre de truc. Mais ça, c'est toi-même, au fait, c'est toi-même l'utilisateur. Et donc, ça, c'est pas le problème d'Airtel Money, le problème d'Airtel, hein. Ça, c'est toi qui n'es pas informé à ce problème des sécurités. Et je passe la parole au frangin Tendance. Oui, et pour ça, il n'a pas tort. Généralement, c'est plus par un cheval de Troie, ou alors tout simplement dû au fait que des gens partent dans des sites, et sur n'importe quel site, en mettant déjà leur nom et leur numéro de téléphone. Ce qui fait en sorte que... Ce qui fait en sorte que, à la fin, les pirates, ils se retrouvent avec une énorme quantité de données. Ou même quand ils partent uniquement juste sur une application tierce, ils ne connaissent ni l'application ni d'Adam ni d'Ève, ils mettent leur adresse mail et ils mettent leur numéro. À travers leur adresse mail, c'est simple de pouvoir retrouver à peu près les sites qu'ils fréquentent et aussi pouvoir aussi déterminer leur nom. Ça, ce sont des choses qui peuvent facilement s'acheter à peine pour 10 ou même 15 euros. C'est-à-dire qu'il y a déjà des bibliothèques d'adresses email et aussi de numéros qui ont déjà leak sur Internet. Ce qui signifie que n'importe qui connaît les bons sites est capable d'aller acheter. Et pour les Gabonais, c'est encore pire. C'est-à-dire que heureusement que personne n'est intéressé par les données du Gabon. Vous savez d'abord à combien... Non, soyons honnêtes. Vous savez à combien se vendent ne serait-ce jusque 1000 unités, c'est-à-dire 1000 identités gabonaises. Combien? 3,50 €. Il n'y a rien là-bas, en fait. Et encore Dieu merci. On coûte moins cher. C'est le plus cher que j'avais pu voir sur des informations gabonaises. Mince. 3 €. Mais ça veut dire que quelqu'un peut t'acheter même 10 000. Et là, je rejoins le frangin parce que l'un de nos trucs, par exemple, qui coûte le plus cher sur le marché, c'est par exemple notre passeport. Mais oui. Qu'est-ce que les gens n'ont rien à foutre de vos numéros, de vos mails? Il n'y a rien là-bas, au fait. Il n'y a rien dedans, ouais. Il n'y a rien. Avec le passeport gabonais, tu as accès à beaucoup de pays, tu peux rentrer facilement dans beaucoup, mais les données telles que les numéros, il n'y a rien. Déjà, même votre pays même n'est pas éligible à la monétisation. Ça veut dire que même quand tu crées ton compte YouTube, on n'a rien à foutre de ton compte, en fait. Donc, tu n'as même pas les pubs chez toi. Ouais. Pas les pubs. Donc, mais même quand on pirate, par exemple, bon, les gros comptes gabonais qui se font pirater, là, c'est peut-être parce qu'ils sont monétisés au Gabon, ou bien parce que les pirates, là, veulent faire chier, mais en réalité, il y a rien à voir avec eux. Il n'y a pas d'argent à se faire. Quelquefois, ça peut aussi être pour prendre les chaînes et puis garder les followers, des trucs comme ça. Ouais, ça peut être ça aussi. Ouais. Parce qu'avoir une grosse base de données, de followers comme ça, c'est
Ouais. C'est monétisable. Bon, après, ça dépend si c'est sur Facebook ou bien si c'est sur YouTube. Mais même sur Facebook, c'est possible parce que... Mais même là, c'est dommage encore, peut-être les gens qui nous regardent, ça ne coûte pas cher. Moi, tout de suite, là, par exemple, je peux aller voir quelqu'un, je lui dis, envoie-moi 1000 abonnés sur TikTok ou bien 2000 abonnés sur Instagram. Je vais payer quoi, 5 € ou au trop 10 €. Hein. Franchement, c'est... Ah, le digital encore, oh, ça c'est encore une autre... Ça c'est encore une autre... Si on entre dedans, mais on va sortir de là demain. C'est parce que quand tu regardes aujourd'hui qu'on parle de digitalisation au Gabon, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et quand tu regardes un peu l'écosystème, tu te rends compte que même s'il y a une volonté, mais quelle est la réalité du terrain? Déjà, premièrement, dans l'administration gabonaise, on considère encore qu'avoir un ordinateur, c'est un luxe. Mais Mr. Mabika, le problème même est que on met quoi dans la digitalisation? C'est quoi la digitalisation, au fait? C'est quoi le contenu? C'est quoi le contenu de la digitalisation? Parce que, allez dire, par exemple, on fait un site internet, on fait une plateforme. Ça, c'est déjà beaucoup. Je vais te prendre un cas simple. Est-ce que déjà on sait gérer une base de données au Gabon? C'est-à-dire, par exemple, l'administration publique se dit que j'ai tel fichier, par exemple, ou telle manière de gérer ma base de données. C'est-à-dire que quand un fonctionnaire est au boulot ou quand il n'est pas au boulot, j'ai une base de données qui me permet de repérer ça. Et moi, je me pose la question là, pourquoi? Parce que on a eu le cas des fonctionnaires fantômes. Donc, on se retrouve à dire à certaines personnes ou bien aux retraités de venir prendre leur argent à la main à Libreville parce qu'on ne sait pas gérer rien que les bases de données. Mais vous allez aller parler des plateformes, des gros sites internet, des applications. Ça, c'est loin, au fait. Les gens ne savent même pas comment faire, prendre un document Word ou Excel, enregistrer sous, transformer en PDF. Beaucoup de gens dans l'administration publique ne savent pas faire ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ce qu'il est en train de dire là, c'est sérieux, mais moi, j'étais choqué, frère. On te dit que devant le bureau de la dame, c'est marqué saisie et traitement des textes. À l'époque, on est à l'université. C'est marqué saisie et traitement des textes. Elle doit livrer des attestations, ce qu'on appelle les attestations d'admissibilité. C'est-à-dire le document est déjà en PDF. Il est pré-saisi. Donc, elle a juste à mettre ton nom, ton prénom, et puis elle amène au bureau du chef pour mettre le cachet. Mais on te dit elle te dit passer demain. Passer demain. Alors que tu es là. Vous êtes toute une queue. En fait, pour elle, rien que saisir le nom là, elle va te taper même combien de minutes seulement sur ton nom. C'est-à-dire, elle saisit comme ça, paf, elle cherche là où elle est. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Elle cherche, paf. Oh! Mais ça, c'est quelle affaire que tu es dans un bureau, saisie et traitement des textes. Effectivement. Mais ça dit que des illettrés du 3e millénaire qui te gèrent l'administration. Et moi, quand je dis qu'il n'y a même pas une volonté de sortir de ça, c'est pourquoi? C'est parce que quand tu regardes les gens qui travaillent dans la plupart des administrations où ils sont censés livrer des documents administratifs, en vérité, pour donner une signature à quelqu'un, on te dit repasse demain. Je me rappelle qu'à l'époque, à l'UOB, on avait souvent un système où quand on partait faire légaliser les diplômes, on faisait quoi? En urgence, tu donnes 10 000 et tu passes demain. Tu passes demain. Donc, dans tous les cas, tu vas passer le lendemain. Alors que c'est juste, on photocopie le diplôme parce que tu as l'original avec toi. Pour qu'on vérifie que c'est bien le diplôme en question, on vérifie, on fait la photocopie. Ensuite, ici, et il met le cachet conforme, copie conforme à l'original. C'est juste ça. Mais on te dit quand même, pour ça, repasse demain. Mais c'est choquant. Alors que chez les autres, c'est un truc. Quand il faut encore parler du casier judiciaire, mais c'est terrible. Alors que chez les autres, le casier judiciaire, c'est quoi? Tu vas en ligne, tu fais alors même du casier judiciaire. Ça, il y a par exemple il y a au moins un exemple qui nous a en fait choqué. C'est-à-dire quoi? Normalement, on était censé déclarer l'entreprise là, cette semaine. Pour déjà activer les paiements en ligne, pour faire en sorte que tu as ton compte RTL Monnaie, tu rentres seulement, ça paye. Vu qu'on a déjà intégré les livraisons avec l'application et tout, la seconde application. Maintenant, on est allé dans l'administration pour demander l'extrait de casier judiciaire. Première chose, ça pris d'abord, pour sortir là. Ça nous a pris quasiment 1 mois. Deuxième chose, quand ça vient, c'était même pas nous noms qui étaient écrits. C'est-à-dire que c'était tellement mal écrit que je n'ai pas reconnu mon propre nom. Rien que ça, vous vous imaginez. Moi, j'ai vécu une expérience quand je suis descendu là en juillet.
Tu sais que mon père, il est Nganga et enfin, il était médecin, il est retraité. Là, il passe son temps maintenant à faire ces choses de Nganga. Et Mhm. il est dans l'association Maranga Manzambe. Et donc, moi, quand je suis descendu sur le Gabon, au Gabon l'été, je l'ai accompagné parce ils avaient des assises et tout. Déjà, le premier problème, c'est que quand la délégation de Langounier est venue pour les assises à Libreville, mon père s'est plaigné un peu. Il disait, ah, mais j'ai les personnes qui sont venues là avec moi là ne maîtrisent pas trop l'outil informatique et tout, donc je suis un peu le seul. Et du coup, je venais l'aider de temps en temps parce que moi, je leur ai apporté des PC et des tablettes. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant les assises, il y a un Tara, là je veux parler en Toli Bangano, il y a un Tara, il prend l'Ongombi. Il dit à tous les Nganga qui étaient là, regardez, je veux parler avec mon fantôme, je veux parler avec mon fantôme, vous allez voir. Le gars, tu sais ce qu'il fait? Il parle avec ChatGPT, il pose une question à ChatGPT, ChatGPT répond, oui, tel truc, c'est ça, ça va te permettre de faire ça. Et tous les Nganga étaient là, oh, Oui, ouais, oh, il parle avec son fantôme, ah, il est trop fort, il est trop fort. Bon, voilà la question que je me suis posée, c'est que si les taras là veulent revenir nous boler, qu'est-ce qui va empêcher au fait? Si déjà là au 21e siècle, on se comporte comme ça. Et moi, j'étais en train de regarder le tara là, il faisait ses trucs. Et à un moment, on avait produit un document. Le gars, il dit qui a produit ce document? Je lui ai dit c'est moi. Et il me dit j'ai besoin de ça. Et je lui ai dit juste un seul mot, il a paniqué. Je lui ai dit non, est-ce que tu peux activer ton airdrop? Je vais t'envoyer le document. Le gars, il panique et il commence à comprendre que, au fait, le jeune qui est là, c'est pas un idiot. Ce que j'étais en train de faire avec l'IA là, il comprend ça. Le gars, il a mystifié tous les Nganga, même mon père, il a mystifié tous les Nganga qui étaient là avec ChatGPT. Ouais. Et tu vois à quel point nous, on est encore très, 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 très loin. Oui, on est encore vulnérable. C'est-à-dire que tu as la possibilité de déstabiliser tout un système qui est censé devenir un système garde-sceau. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que justement, les technologies sont encore un luxe chez nous, alors qu'au niveau du Gabon, on fait quand même partie des pays où aujourd'hui on a la possibilité de créer des écosystèmes. J'ai un frangin qui avait participé à un concours là, où il y avait des Français qui étaient arrivés pour la formation des enseignants parce que je pense qu'à l'époque c'était à l'époque d'Ali Bongo, il y avait un projet où ils voulaient installer les whiteboards dans les établissements, notamment les établissements primaires. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une volonté de l'État de moderniser un peu les structures d'enseignement et tout. Donc, il y avait les enseignants du collège, du lycée, et puis voilà. Donc, les enseignants passaient en fait des tests qui leur donnaient une certaine admissibilité à ce truc-là. Donc, dès que tu dépassais un certain seuil, on comprenait que bon, dans l'utilisation de l'outil informatique, tu as quand même un niveau, donc tu avais droit à cette formation-là. Ouais. Et à cette époque-là, déjà, on donnait des formations sur comment utiliser notamment les outils tels que Excel, tels que Word, tels que PowerPoint et tout ça là. Mais c'est là où tu te rends compte que, mon frère, quelqu'un qui est proviseur d'un établissement, proviseur, il ne connaît que dalle de l'ordi. C'est-à-dire qu'on dit qu'il ne connaît que dalle de l'ordi, mais le gars, tu le mets devant un ordi, mais il est perdu en fait. Il est perdu. Mais il est proviseur. Et ça là, c'est encore moins grave parce que tu avais des gens qui étaient à un certain niveau de responsabilité au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Mais ils ne savent pas toucher un ordinateur correctement. C'est-à-dire que pour lui, l'ordinateur, c'est juste pour stocker des fichiers et puis les transférer quand il faut transférer. Mais quand et regarder les films. Voilà, regarder les films, c'est tout. Regarder les films, ça. Mais quand il s'agit de dire que non, il va travailler vraiment un projet. Quelqu'un qui a un ordinateur, mais il travaille encore à la feuille. Je disais à un monsieur comme ça que, mais comment tu as un ordinateur, tu travailles encore à la feuille. Ouvre un pense-bête, tu prends des notes dessus. Oh, mon Dieu. Comment tu travailles à la feuille? Tu prends d'abord note au stylo avec le stylo et la feuille. Ensuite, il prend maintenant, il remet ça maintenant sur Word. Je dis, mais ça, tout ça là, tu fais seulement, tu ouvres pense-bête. Tu mets tes idées dessus et après, tu peux faire copier-coller pour revenir sur Word. C'est tout. Pourquoi tu es obligé de faire toute cette gymnastique te donner autant de peine? Et ça, ce sont juste des exemples que je prends pour dire que, au niveau de notre administration, de façon générale, surtout que la majeure partie de la haute administration est très vieillissante. Ça, là, moi, je le dis avec vraiment sans risque de me tromper parce que j'étais récemment à la fonction publique.
je me suis rendu compte de pourquoi la fonction publique est l'un des ministères qui ne permet pas aux Gabonais, ou plutôt au Gabon, d'évoluer. C'est qu'il y a trop de vieux à la tête de l'administration. Il y Bien a trop sûr. de vieux. Parfois, des vieux qui ont des problèmes, parfois, des vieux qui ont atteint un âge où ils ne peuvent plus apprendre. C'est-à-dire, c'est impossible pour lui quand tu vas lui demander d'apprendre comment composer un fichier Excel, comment rentrer des données. Il ne peut pas, c'est trop complexe pour lui. Mais Voilà. attends, le frangin parlait, le frangin tendance parlait de la sécurité. Revenons-en. Hmm. Est-ce que tu sais que les ordinateurs que nos fonctionnaires utilisent au Ah. Gabon, ce sont des ordinateurs C'est que perso. ça, je vais pas te mentir, hein, c'était que, regarde, heureusement, tu vois, heureusement, on est de bonnes personnes. Hein. Parce que niveau mise à jour, niveau ancienneté, C'est Ouais. grave. C'est-à-dire Windows que si, XP, j'avais senti si, que, oh, si un fonctionnaire, non, c'est grave. Windows quoi. XP, c'est-à-dire Mais avec XP, encore toutes mais Non, les... XP c'est ne fait grave. pas de mise à jour. Exactement. C'est grave. C'est-à-dire que si moi, je m'en vais juste dans une administration, je fais semblant, je pose la clé, déjà, je mets juste la clé USB, ils vont juste voir, ils ne vont rien dire, ils vont dire, oh, c'est la clé de qui? Déjà, Qui est? tu fais seulement, en tout cas, nous, on ne parle plus. Moi, je suis ça, c'est parce que j'ai appelé, il y a, non, c'est bon, enfin, c'est pas récemment, il y a 1 an que je suis ça. La personne avait un problème avec son ordinateur. Et il y a longtemps, je voyais déjà la personne avec cet ordinateur. Je disais, mais ça, c'est pas ton ordi. Oh, mais si, mais j'utilise ça pour le boulot. Je dis, bon, comment tu peux utiliser ton ordi perso au boulot? Ça se fait pas. Ça ne se fait pas, en plus, l'administration. Ouais. Non. Et en plus, regarde comment ton truc est vieillissant, en fait. Il y a même plus de mise à jour. C'est-à-dire que même l'antivirus de ton système ne peut même plus bloquer quoi que ce soit. En dehors d'avoir de l'antivirus que tu peux prendre à côté, même l'antivirus de ton système, c'est mort, ça ne peut plus rien faire. Il est juste là pour regarder juste la mort arriver. Et ça, quand tu dis ça aux gens, ils vont te prendre pour un fou. Et moi, j'ai dit, mais c'est un peu ça notre rôle, au fait. On est allé à l'étranger pour voir tous ces trucs-là. Et le pire même encore, c'est que ces trucs-là, on n'a pas appris ça à l'étranger. C'est au Gabon qu'on a appris ça. Bon, on est calé dedans. Donc, on fait comment? On vous dit des trucs, vous pensez que... Et moi, je suis convaincu, hein, c'est une volonté de garder l'administration dans cette manière de faire. Les gens ne veulent pas changer, les gens ne veulent pas évoluer parce que tu vas voir quelqu'un, par exemple, il tient un logiciel, il est seul, et quand on veut faire, par exemple, un truc sur ce logiciel, il faut l'attendre parce que c'est lui qui maîtrise le truc. Tant qu'il n'est pas là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est grave, c'est dommage. Moi, j'ai beaucoup vu ça à l'université au Marbongo quand j'étais à l'époque étudiant. J'ai eu la possibilité de discuter une fois avec l'informaticien qui était à la réception, à la remise des diplômes et tout ça, et puis des relevés de notes, parce que j'avais un souci là-bas avec mes relevés et tout. Donc, j'avais passé près de 2 à 3 jours là-bas avec lui et j'ai eu le temps de bien discuter des sujets. Et je pense qu'il avait même été plus ouvert avec moi parce il s'était rendu compte que j'étais du domaine et j'étais en train de discuter avec lui. Donc, je faisais un peu la conversation et ça l'avait vraiment fait plaisir. Le truc, c'est que tu vois, dans les universités, par exemple, il y a des endroits, il y a des domaines où, il y a des endroits où, dans certains bureaux, où ils doivent utiliser certains logiciels. On te dit que dans tout le bureau, par exemple, là où on remettait les relevés de notes et puis les attestations de diplôme, le gars qui gérait ça, ils étaient qu'à 2. Ils étaient qu'à 2 pour toute l'université. Hein. Et quand on dit l'université, c'est quoi? L'université, c'est 2 facultés. L'université Omar Bongo, 2 facultés. Donc, tu as la faculté des sciences humaines, de lettres et sciences humaines, c'est une faculté qui a 13 départements. Ensuite, tu as la faculté des sciences économiques et de droit, où il y a 2 départements. Bon, ils avaient ajouté un 3e département, je ne sais pas si ça existe toujours, au département de Sciences Po. Donc, ça fait 13 départements plus machin, ça fait 16 départements au total. On te dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui gère, plutôt 2 personnes qui gèrent la remise des machins. Donc, quand ils ne sont pas là, mon frère, on va te dire passe, repasse autant de fois. Alors qu'il y a des secrétaires, alors qu'il y a des gens, mais les secrétaires, tu as l'impression que les secrétaires, leur travail, c'est un autre travail. Donc, celui qui maîtrise le logiciel où on fait les trucs, c'est seulement les gars qu'on appelle les informaticiens. Donc, eux, quand ils ne sont pas là, le boulot est stagné.
Mais je me suis dit, mais c'est très grave. Et après, je lui ai demandé, une fois, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de site internet? Il m'a dit, en fait, on avait déjà codé un site. On a mis le site à la disposition. Maintenant, le problème de l'administration ne veut pas payer les mises à jour, ne veut pas payer l'entretien du site, en fait. Et du coup, Effectivement. on a seulement bloqué le truc. Donc, ils ont bloqué le truc avec les données des gens à l'intérieur des gens. Effectivement, c'est comme ça que les gars la roulent. Moi, quand tu parles des diplômes, posez-vous les questions, enfin, pour les gens, parfois, qui sont curieux, posez-vous des questions de savoir pourquoi c'est aussi facile de falsifier, par exemple, des diplômes ou des cartes administratives du Gabon. Parce que c'est possible, au fait. Parce qu'il y a ce genre de problématiques. En France, par exemple, c'est très facile d'acheter, par exemple, certains documents administratifs, mais c'est parce que les personnes qui vous vendent ça, ce sont des personnes qui viennent de ces administrations-là. Alors qu'au Gabon, c'est facile, même sans être dans l'administration, de falsifier un document qui vient de l'extérieur. Et moi, j'étais surpris la première fois, parce que ça fait partie de notre boulot, trouver les failles des systèmes, de ce genre de système. La première fois que je me suis mis devant un document gabonais, officiel gabonais, mais c'est quoi ça? C'est que tu m'envoies le document, 5 minutes, je te renvoie le truc et tu ne peux pas dissocier les deux. Et c'est dingue. C'est trop grave parce que tout simplement, les gens, non seulement il n'y a pas les mises à jour, les gens ne renouvellent pas, les compétences ne se renouvellent pas, les personnes ne se renouvellent. C'est trop alarmant. C'est trop alarmant. Le même papa qui a enseigné, par exemple, ton grand frère, ton grand frère, parfois même ta mère. Tu vas le voir, il est là, c'est lui qui continue de te donner des trucs. Au bout d'un moment, tu ne te formes pas toi-même, tu ne fais pas la mise à jour, tu ne fais pas ta veille technologique parce que tu veux juste rester dans ton confort. Tu ne vois pas que tu es en train de mettre ton pays en danger. Et quand on vous dit formez-vous, vous venez avec les gros costumes en France, venir écouter des taras qui parlent. Des taras qui parlent. Au lieu de vous former techniquement, on va vous dire non, pour gérer les... Non, c'est grave, c'est grave. Moi, souvent, ça m'amuse quand on dit qu'ils sont venus en formation. Ça m'amuse trop parce que c'est que les gars, ils sont venus pour la distraction. Aucune formation qu'ils doivent faire. Aucune formation qu'ils doivent faire. Non, les gars viennent pour la distraction réelle. En plus, le dernier reportage que j'ai lu là, que j'ai regardé, le Tara qui parle, il dit bien que non, c'est pas technique. Ils sont pas venus pour une formation technique, c'est juste pour la gestion, le management. Non, même pas la gestion, le management. Le management, ça veut dire que ce sont les taras. Vous venez vous former chez les taras pour apprendre à manager les Renois qui sont avec vous. Aidez. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et là, tu verras que là, l'État va investir un gros budget. Va ou bien A? Oui, l'État a investi un gros budget pour envoyer les gens à l'étranger. Alors que s'il y a un frangin qui ouvre sa structure de formation au pays, on va le négliger. Dans le même domaine. Hein. Alors qu'il aurait épargné les billets d'avion et autres. Quand il va donner son prix, on va chercher à discuter son prix, voir ça au rabais, ou alors on ne va pas lui donner le marché. Parce qu'il ne plaît pas, il n'est pas dans le réseau. C'est terrible. Mais peut-être que les gens parfois, quand on va parler comme ça, ils ne comprennent pas l'étendue de ce qu'on dit. Le billet, aller-retour au Gabon, c'est 1200. 1200 euros. Hein. Oui. Et commencez à faire vos calculs, 1200 euros. Sans compter les chambres d'hôtel, vous êtes logé où, on ne sait pas. Et ça varie beaucoup en fonction de la ville, en fonction de l'hôtel, en fonction des étoiles, manger, le déplacement. La formation. Sans compter qu'au Gabon, il y a toujours ce qu'on appelle ici, c'est les perdièmes ou quoi, là, quand vous êtes en déplacement. Les frais d'émission, mon frère, les frais d'émission. Oh, Seigneur. On va vous payer beaucoup parce que vous êtes allé vous former. C'est grave. Moi, je veux juste revenir sur le truc que l'assistant Harvest disait, sur le fait de pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, moi, je préfère parfois travailler avec les frangins avec qui j'ai déjà vraiment une grosse affinité et vraiment longtemps beaucoup travaillé ensemble. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, tu vas avoir des frangins, on se rencontre par exemple au pif-paf,
on a la même vision, on parle le même français, on parle le même truc. Dès qu'on va passer à la concrétisation, le fait de pouvoir travailler ensemble, non seulement le frangin va commencer à raconter chinois, ok, ça va encore, mais quand il y aura par exemple un homme politique qui viendra pour c'est fini, le truc va aller en cacahuète, le truc va aller en ceci, C'est la partie là où... et les Gabonais ont ce truc-là que avant on attribuait à nos frangins, les voisins, les Cam, c'est qu'il n'a pas peur de te saigner comme ça, sans remords. Un cas simple. Les frangins qui font venir souvent les artistes ici en France. Moi, j'ai fait... C'est moi qui contacte souvent pour faire leur communication, non? Ouais. Donc, il y a un frangin avec qui je n'avais... Enfin, c'est pas un frangin, mais j'ai dit frangin pour illustrer le truc. Un gars avec qui je n'avais jamais bossé, hein, il me contacte. Oh, machin, bon, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Je dis, ouais. Tu m'envoies la première partie, je te fais le truc. Et la deuxième partie, quand l'artiste finit de chanter, prester et tout, quand tu finis ta tournée. Ok, top. On signe au bail. Erreur. Dès qu'il a envoyé la première partie, là, c'est fini. C'est fini, il t'a payé. J'ai reparti vers le frangin. Ah, frangin, à quel niveau la deuxième partie? Oh oui, attends un peu, parce que je te fais trop des virements là. On donne mon plafond et oh. Ah, ok, top. Deuxième, ah, frangin, à quel niveau la deuxième partie? Oh non, wait encore. Troisième fois, j'ai dit, ah, frangin, à quel niveau la troisième partie, ça va faire déjà si c'est 3 mois? Il me dit, toi, c'est qui? Oh, je lui ai dit, désolé, je me suis... Ah, tu t'excuses même. Oh non, le poumon, non. Oh, faut avoir le poumon, non. J'ai seulement dit, désolé, je m'excuse, je me suis trompé. Moi, c'est grave. Moi, ce que j'ai déjà croisé, par contre, c'est les gens qui pensent que le travail que tu fais, genre, la facture que tu donnes, c'est abusé, quoi. Genre, ouais. Mais tes prix sont trop élevés et tout. Moi, j'ai dit, mais attends. Moi, je travaille avec un truc qui est simple. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si tu veux que je fasse la visibilité de ton business, par exemple, ou bien si tu veux que je tourne une vidéo avec toi, où tu présentes tes services et tout, je vais forcément me déplacer parce que ça va me demander d'amener mon matériel et tout. Je te dis, bon, ok. Moi, je dois me déplacer. Et voilà la facture pour mon déplacement, voilà la facture pour ceci, cela. Rien que ça, déjà, la personne fouille. J'ai dit, mais si tu fouilles déjà le fait que je facture rien que mon déplacement, mais quand je vais maintenant te donner la facture du travail que je vais faire, tu vas faire comment? C'est ça, parce que tu vois que les gens ne comprennent pas un truc, c'est que le digital aujourd'hui, c'est un truc où il y a non seulement les opportunités sont là, mais c'est aussi venu pour faciliter un certain nombre de choses. Donc, il y a des gens qui pensent que, ouais, travailler un truc sur un ordinateur ou faire un travail créatif, c'est facile. C'est pas facile, la preuve, c'est que tu ne sais pas le faire. Ouais, tout simplement. Quelqu'un qui va t'écrire un logiciel, qui va t'écrire un programme, qui va t'écrire une application, machin. Toi, tu penses que c'est facile? Mais si c'était facile, mais pourquoi tu ne le fais pas alors? Fais-le, puisque c'est facile. Puisque tu penses qu'il suffit d'être devant un ordinateur, de taper les touches et puis c'est bon. Non, il y a une réflexion que la personne met derrière. Prenons le cas de l'IA. J'ai montré ça à un de mes grands frères, avec qui on était en train de discuter, et il ne voulait pas comprendre que c'est pas la même chose. Il y a des gens qui se forment réellement pour l'IA. Je lui ai dit, ok, allons sur un sujet. Il a posé une question à l'IA lui a donné la réponse, et moi j'ai posé aussi ma question à l'IA m'a donné ma réponse, et on a comparé. Je lui dis, bon, maintenant, est-ce que tu comprends qu'il y a toi qui utilise l'IA parce que on vous a mis ça à la disposition de tout le monde, et il y a moi qui ai pris le temps de me former, je connais le prompt engineering, je connais comment poser une question à l'IA, on ne va jamais avoir la même réponse parce que on ne prend pas pareillement, en fait. Moi, j'ai pris le temps de me former. Et donc, si je te taxe par rapport à ça, c'est par rapport à mon temps. Parce que je sais t'apporter des résultats. Et donc, si tu veux, moi, dans mon domaine, si tu me dis, je veux un logo. Je te dis, voilà, j'ai étudié ta question, j'ai étudié ce que tu veux. Voilà la facture que je t'ai fait, le devis que je t'ai fait. Si tu me dis, le logo, c'est juste un dessin ou c'est une affiche, c'est juste le coloriage, machin et tout, ok. Moi, au moins, quand je donne une facture à un Tara, il me paye la moitié. Quand je lui donne le travail, il me paye le reste. On ne discute pas. Il n'y a pas de... Non, ça va vite. Ouais, ça va vite.
Et quand il ne veut pas aussi bosser avec toi, il te dit bien non, tu es trop cher, je peux pas bosser avec toi, ou bien non, ta patte identitaire ne me convient pas, ou machin. Non, c'est pas, il va dénigrer ton travail. Le frangin, au lieu de te dire juste, bon, au fait, tu ne rentres pas dans mon budget, il va te dire, ah, c'est quoi? Le logo, c'est quoi? D'abord, je ne veux même pas utiliser ça. Tu veux te montrer pourquoi? Tu veux faire, non! C'est pas ça. Je te crée ton identité. Ta marque, au fait. Si maintenant, je te crée une marque, et tu veux pas me payer comme il se doit, et demain, ta marque vaut les 2 milliards. Je fais comme moi. C'est ça. Lago qui a créé le logo de Nike. Lago qui a créé le logo de Nike. Elle a fait ça, je crois, gratuitement. Aujourd'hui, Nike vaut combien de milliards? Il y a une go récemment une américaine qui a créé une publicité audio pour une boisson qui s'appelle Pop, quelque chose comme ça là. Mais elle a posté ça sur TikTok. Dès que la marque a vu la publicité là, ils ont racheté ça. En ce moment, la go, elle fait le buzz aux États-Unis. Sur TikTok, sur le TikTok US, elle fait le buzz parce que juste elle a créé un jingle audio pour la publicité de la boisson. Ils ont racheté ça, ils ont encore plus designé ça avec du sound design derrière. Ils sont allés voir un ingénieur, il a amélioré ça, bien fait. Mais c'est parti de quoi? D'une vidéo TikTok, mon frère. Bah oui. Elle a signé un gros contrat avec la société qui a racheté directement le truc. Donc, ils ont racheté les droits du truc pour pouvoir les diffuser sur le marché. Mais elle a eu un gros cachet derrière. Tu te rends compte? Je pense que le digital, c'est une blague. C'est pas une blague. Et moi, quand je bosse avec des gens, par exemple, les Gabonais, surtout les Gabonais, les Français encore, ou bien les étrangers, ils sont avertis sur ce genre de questions. Quand je bosse avec les Gabonais, moi, je leur fais comprendre déjà que, ok, certes, je suis un ingénieur en process, mais si vous venez me voir pour mes compétences en design, en graphiste, moi, j'ai pris la peine de me former dessus. Donc, si tu me demandes, par exemple, de te créer ton identité de marque, je t'apporte toute la compétence et toute la connaissance qui fait en sorte que tu sauras comment revendiquer ta marque. Tu sauras comment vendre ta marque. Tu sauras comment faire en sorte que ta marque puisse progresser. Tout ce qui tourne autour du digital, comment réclamer tout. Après, je comprends que peut-être tu n'as pas besoin de ça parce que tu n'as pas une large vision, une grande vision de te dire que, moi, en vrai, je vais juste créer un logo pour ma page TikTok ou bien ma page Facebook. OK. Dans ce cas, ne viens pas me voir. C'est ça. Parce que si tu envoies un graphiste, c'est qu'il y a une bonne vision derrière. Voilà. Et moi, c'est ça mes prix et c'est ce que moi je vends, au fait. Donc, et je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Si tu insistes à bosser avec moi, c'est ça mon prix, au fait. Et après, derrière, je vais entendre, quand je vais croiser un frangin, le frangin va me dire, tu es venu me dénigrer auprès de lui. Bon. Et même parfois, entre nous les graphistes, on se parle. Il y a un classique là qui est très connu, le frangin qui travaille avec la FIFA là. Il vient, un jour il me dit, mais le frangin est venu me voir me disant que, tu n'as pas pu bosser sur un truc, machin et tout. Le frangin là directement recadré que le frangin que tu es en train de dénigrer, c'est mon petit. Non seulement c'est mon petit, mais si le frangin t'a fait tourner, parce que il t'a bien dit qu'il ne voulait pas bosser sur ton truc parce que tu ne pouvais pas mettre le prix et tout. Toi, tu dis qu'il ne pouvait pas faire ton travail. Non. Attention, c'est mon petit. Et c'est pas parce que tu viens dénigrer un graphiste auprès de moi que moi je vais te dire non, genre je suis trop fort, je vais faire ton boulot. Non, je ne fais pas. Point. Attends, quelqu'un qui travaille sur After Effects, qui travaille sur Illustrator, les gens pensent que... déjà, les logiciels sont chers. Les logiciels sont chers. C'est-à-dire que si tu payes à l'abonnement, là, c'est que toi, vraiment, c'est que tu sais de quoi tu parles. Et surtout, tu sais que c'est quelque chose qui est censé être pro pour te rapporter, machin. C'est pour prendre l'abonnement, là, c'est un abonnement qui pique. Chaque mois, bim, le gars, t'es dames. Tu parles de quoi? Non. Le minimum que tu puisses dépenser chaque mois, c'est peut-être 40 €. Ouais. 40 €. Quand tu prends toute la machin, c'est ça. Les gars, ils blaguent. Les gars pensent que c'est un truc genre. Moi, je disais à quelqu'un que regarde, moi, quand je te fais une facturation, je ne la fais pas de façon standard. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas des factures standards. Moi, tu m'appelles, on discute sur un certain nombre de services que tu veux par rapport à ta com, par rapport à ceci, par rapport à cela. Je te dis, voilà ce que je fais. Je t'explique bien. Maintenant, en fonction de ce que tu veux, on va travailler ta facturation en fonction de ça. Mais maintenant, si tu penses que moi, je suis un charlatan pour avoir une facturation standard où tu vas venir me demander un certain nombre de choses,
mais tu veux que j'évalue mon truc au rabais, bah, c'est que tu n'as rien compris, en fait. Non, ça c'est même le piège. Ne fais pas les way des facturations standards là. Parce qu'un fournisseur qui a te donné un travail, par exemple, de 24 heures, et tu vas faire une facturation standard et c'est toi qui vas perdre. Non, non, pas du tout. Ne fais pas les facturations standards. Ou au moins, quand tu parles des facturations standards, c'est-à-dire que tu dis, par exemple, le minimum, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand quelqu'un vient me dire, oh, une affiche, je te dis déjà que je travaille qu'au minimum 80 euros. Ça dit que dès que tu viens me voir pour une affiche, le minimum que tu puisses dépenser, c'est 80 euros. 20 euros, hein. Si on descend au-dessous de 80 euros, c'est-à-dire que tu es un frangin, on a l'habitude de traîner, rigoler ensemble. Parfois, il te fait ça en gorille même. J'ai envie, par exemple, de m'entraîner ou bien je sens que j'ai une idée, un nouveau truc que j'ai envie de faire. Tu me dis, fais-moi une affiche, là, je te fais ça en gorille parce que, bon, comme ça. Mais si tu viens me voir, quand on ne se connaît pas, je dois te facturer le truc. Le minimum que tu dois dépenser, c'est 80 euros. Ça, c'est le truc standard. Maintenant, en fonction de la difficulté, en fonction du way, et c'est là où ça monte. Parce que moi, j'ai non seulement pris le temps de me former, je prends le temps chaque jour aussi de faire la mise à jour, ma veille technologique. Je paye les logiciels. Je dois t'accorder mon temps. Mais non, tu dois mettre le prix. Maintenant, après, je vois des gens parfois qui disent, ouais, toi, tu es trop cher. Tu peux faire ça avec un Indien ou tu peux faire ça avec l'IA. Maintenant, quand tu veux modifier un truc, tu reviens vers moi pour me dire, est-ce que tu peux me modifier le truc? Mais continue à faire ça avec l'IA, en fait. Dis-moi, Tendance, toi, c'est votre marketplace, c'est une appli ou bien c'est un site? Vous avez aussi un site internet, non? En fait, on a une application et on a des sites internet. Actuellement, là, on a 3 applications et chacune des applications, là, en fait, servent indirectement l'application principale. Et on a aussi 2 sites internet. Un site internet qui regroupe tout ce qu'il y a déjà dans l'application et l'autre site internet, le site internet entreprise. D'accord. En tout Mais cas, c'est on quoi? fera- Vous parlez des sites internet, c'est quoi? Vous faites quoi? En fait, comme je l'avais dit, en fait, nous, en fait, on a un groupe d'étudiants, en tout cas dans notre groupe, qui sont uniquement là juste pour la programmation. On a un autre groupe qui est là juste pour tout ce qui est juridique et on a décidé donc de créer une entreprise du nom de D'accord. Tendance Shop. On a C'est vous aussi... qui avez fait le site de Nzila Webzine? Non, Ah, nous, nos d'accord. sites, à vrai dire, nous, nos sites, on venait plus en maintenance. Enfin, les sites qu'on faisait, on venait plus en maintenance et les autres sites sont plus sous le nom de Dylan Coder. D'accord, ok. Je pose la question parce que j'ai un pote, je sais pas si vous connaissez Nzila Webzine. Il m'a dit que c'est aussi un groupe d'étudiants qui a fait son site internet. Si je me trompe pas, mais je suis pas très sûr de ce que j'avance, mais je sais que c'est un groupe comme ça qui a fait son site internet. Et moi, je trouve que c'est une bonne initiative de donner ce genre de marché aux frangins, quoi. Ouais. Non, c'est très bien. En tout cas, on fera un live spécifique sur vos services, comme ça vous allez nous faire découvrir de long en large, parce que effectivement, les trucs comme les marketplaces. Donc, du coup, vous avez une marketplace sur Libreville, c'est ça? Oui, actuellement, la marketplace est sur Libreville et il y a énormément de boutiques qui ont aussi ouvert dans d'autres villes. Ouais. Port-Gentil, Moanda, Franceville. Mais attends, c'est physique ou c'est digital? Non, en fait, c'est digital. C'est-à-dire que Ah, d'accord. Ok. l'application, en fait, à l'intérieur de l'application, ça regroupe ça regroupe énormément de vendeurs. Hmm. C'est-à-dire que, par exemple, là, si vous venez à télécharger l'application, vous pouvez devenir vendeur, tout comme vous pouvez juste rester acheteur. C'est comme Vinted. Ok. Mm. Et à l'intérieur, vous pouvez facilement acheter, trouver la boutique d'une personne, ou alors tout simplement juste pouvoir commander. Et au niveau de la commande, ça se passe un peu comme Uber. Vous partez dans une boutique, la personne se trouve exemple à Ovendo et vous à Ocala. La boutique qui se trouve à Ocala, vous cliquez seulement dans l'application, vous confirmez l'achat, le vendeur confirme l'achat et ça va tout de suite dans notre seconde application. Et notre seconde application, en fait, on l'a donnée entre parenthèses à des agences de livraison certifiées qui ont tous les documents et ils nous reversent une commission à travers ça. Par rapport à leur livraison, ils nous reversent quelque chose par semaine. Et ensuite, eux, ils vont livrer. Et dans l'application de livraison qu'ils ont en fait, c'est comme un Uber Eats, il y a la carte et vous pouvez facilement suivre votre livraison. Okay. Ah, mais c'est vraiment... Oui. Même là, en vrai, il y a un truc en fait qui nous a choqué. C'est le fait qu'on ait eu beaucoup de personnes. Parce qu'on a lancé ça seulement il y a 2 mois. Ouais. On a lancé ça il y a 2 mois et le fait qu'il y ait autant de personnes,
En 2 mois, près de 2700. Là, on sera bientôt à 3000 visites. Enfin, 3000 en parcours. Et en fait, là, ça nous choque. On ne savait pas qu'il y avait une aussi forte demande. Mais je te dis que mon frère, au Gabon, la demande est forte dans les domaines comme ceux-là. Moi, je me dis Oui. même que les gars qui vont réussir à créer le Amazon gabonais, franchement, ils seront bien. Ils seront bien. Parce que je C'est t'assure, surtout si vous arrivez à lier les deux, aussi bien le digital que la logistique physique, en fait. exactement, c'est ça, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que le côté logistique est vraiment très important parce que c'est aussi dans le service. Tu vois, par exemple, Amazon, eux, le business model de Amazon, c'est un business model qui est indétrônable. Pourquoi? Parce que eux, même dans la prise en charge, ce qu'on appelle le SAV, le service après-vente, mais je me suis rendu compte qu'Amazon est monstre. Amazon est monstre parce que moi, j'ai acheté un micro sur Amazon il y a de là 3 ans en arrière. Donc, quand je l'ai utilisé, je l'ai pas trop utilisé, mais je l'ai quand même utilisé dans un micro qui permet de faire des pauses studio et tout. Puisque moi, il faut aussi dans la musique, donc j'enregistre aussi souvent des artistes. Le micro a eu un problème au niveau du fusible et tout ça là, donc ça ne passait plus. Je me suis dit que c'était la 400. Après un moment, je me suis rendu compte que c'était le micro. 2 ans après, j'appelle Amazon, service après-vente. Les gars me disent, renvoie simplement le micro, soit on te rembourse, ou soit alors tu prends un autre. Comme ça, j'étais choqué en fait. C'est-à-dire que je suis allé sur le truc là, machin, renvoyer le micro, ils m'ont envoyé un truc avec un QR code et tout, j'ai mis sur l'emballage, boum, j'ai scanné mon truc, envoyé par Colissimo, boum. Les gars ils m'ont remboursé l'argent sur la plateforme et puis j'ai recommandé un autre micro. 2 jours après, j'ai reçu le truc. Mais j'étais choqué, je me suis dit, mais attends, mais comment tu vas te désabonner d'Amazon avec un tel service en fait? Service. Tu peux pas. C'est-à-dire que 2 ans après, j'ai acheté le micro. Moi-même, je me suis dit, bon, là, c'est fini. J'ai cherché les réparateurs, mais quand je suis allé partout, les gars m'ont dit, on ne peut pas réparer. La seule chose que tu as fait, c'est juste renvoyer le truc. OK. Quand j'appelle le service après-vente Amazon, ils me disent, non, enregistre d'abord sur le site parce que eux, ils sont des revendeurs, mais ce ne sont pas eux les fabricants. Donc, ils m'ont demandé d'aller m'enregistrer sur le site du revendeur. Je me suis enregistré. Ensuite, une fois mon appareil a été pris en charge, Amazon a maintenant demandé de renvoyer le truc à son entrepôt et puis me rembourser tranquillement. Et moi, derrière, j'ai pris un autre micro de là. Donc, tu vois, en 2 jours, j'avais mon problème. Voilà. Et ça, c'est par exemple un truc qu'on essaye au moins de faire au niveau de la logistique. Ça, on ne va pas vous mentir. C'est un truc qu'on est en train de faire pas à pas. Par exemple, là, l'application des livreurs et tout ce qui s'ensuit là. Pour être sûr que les choses fonctionnent bien, on n'a pas essayé de réinventer des choses. Il y a déjà des systèmes qui existent au Gabon. On va juste vers les personnes, on sait qu'ils sont fiables, ils ne vont jamais voler les colis des clients. Et s'il y a un problème, bon, on peut porter plainte. Donc, on connaît déjà le nombre de temps. Par exemple, il y a une agence, MyMoto Express, à qui on a donné au moins l'application. Eux, ils livrent. En fait, eux, ils ont déjà des délais de livraison. Au niveau de Port-Gentil, au niveau de Mwanda. On a aussi une autre agence, Dia, qui, eux, ils livrent aussi au niveau de Libreville. Et en fait, ils ont aussi des délais. Et ils respectent en grande partie leurs délais. Donc, on a dit, au lieu d'essayer de créer d'abord notre logistique, on fait une application, on leur donne, entre parenthèses, nos courses et nos clients, on leur fournit de la manne, et eux, ils nous reversent seulement juste une petite commission derrière, et ça fait au moins, entre parenthèses, un cercle vertueux. Puis, eux, ils vont faire de la pub pour nous, plus eux-mêmes, ils auront aussi de clients à livrer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fonctionne. Et maintenant, au niveau de la logistique, on est vraiment là en train de mettre ça en béton, pour que au moins dans 8 mois, on ne reconnaisse même plus. Parce que même là, on a envie de faire un truc, vu qu'il y a pas mal de personnes de la diaspora qui sont enregistrées dans notre application et tout ce qui s'ensuit, mais eux, pour l'instant, on leur demande d'abord de faire venir leur truc au Gabon. Actuellement, on est en train de négocier avec une entreprise et tout ce qui s'ensuit, MB Express, qui emmène déjà des choses de Paris jusqu'au Gabon. Et en plus, ils livrent déjà au Gabon et dans Libreville. On essaye d'un peu de négocier avec eux pour que au moins ceux qui sont déjà à la diaspora et qui ont des boutiques sur notre application, ils puissent directement venir déposer leur colis à moindre coût et directement venir, et puis nous-mêmes on se charge ensuite de livrer ça pour eux. En fait, là actuellement on est vraiment là en train de bien structurer, de bien poser les bases petit à petit. Même là actuellement on est en train de remettre une mise à jour. Non, c'est très bien. Franchement, c'est un type de service que si on réussit à bien le mettre en place au pays, bah c'est bon. Et ça, comme disait Dix tout à l'heure, c'est important parce que nous qui sommes en diaspora, on a un avantage parce qu'on en a déjà vu c'est quoi un service après-vente qui fonctionne de façon carrée, c'est quoi un service de livraison qui fonctionne de façon carrée. Donc, on a quelque part cette obligation-là de vraiment de faire, je dirais, de l'accompagnement, mais je dirais aussi faire une sorte de propagande de comment est-ce que les services de livraison doivent fonctionner parce que la réalité, c'est que parfois sur le terrain, certains services de livraison surfacturent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum que tu dois te rendre compte. Et puis, l'histoire la partie la plus grave, c'est surtout où certains colis peuvent être détournés. Ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante sur laquelle il faut travailler. Mais franchement,
déjà pour un début, il faut comprendre que oui, vous êtes obligé de collaborer avec des gens parce que effectivement même Amazon, Amazon n'a pas de service. Je pense pas qu'Amazon ait son propre service. Eux, ils collaborent avec les Colissimo, les machins. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, c'est juste maintenant que avec beaucoup plus de trafic, les écosystèmes sont obligés de se professionnaliser. C'est-à-dire que les gens qui font dans la livraison doivent comprendre que si vous voulez avoir des clients, il faut que vous soyez carré dans votre service. Parce que les gens vont faire des retours et si c'est pas bon, ils vont plus accepter de livrer leurs produits avec vous, quoi. Donc, voilà. Oh, notre élément papeterie Uniga. Tu dis quoi? Le big boss. Bon, les gars, moi, je vous laisse, je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine. Ouais, en tout cas, on va conclure aussi le live. Comme le jeune est revenu là, on va juste conclure le live et on va se donner rendez-vous pour une autre échéance parce que, effectivement, il y a aussi d'autres choses à faire. Donc, tu as eu un souci de coupure. Ton micro est coupé. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, dis-nous, c'était quoi? C'était la coupure? Oh, la coupure, c'est bon, c'est quand même revenu, et c'est pas la coupure d'hier à 19h jusqu'à 7h. 6h du matin. Moi, ça m'a choqué, en fait, de voir ça. Ceux qui étaient au Gabon, on n'a même pas pu travailler hier. En fait, ça devient déjà du n'importe quoi. Ah, du coup, n'importe quoi, je t'assure. Franchement, c'est compliqué. Mais à ce rythme-là, tu vas travailler. E-commerce, hein? Tu vas travailler comment? Donc, on va conclure le live, les gars. Merci à tous d'avoir participé au live. Et puis, on va tendance shopping, on va se contacter en inbox. Tu m'écris ou je t'écris. En tout cas, on échange des contacts. Et puis, on va communiquer sur quel jour on pourra faire le live pour que tu puisses aussi nous partager un peu votre travail, qu'est-ce que vous faites. Voilà, quoi. Vraiment qu'on parle de long en large. Ce serait vraiment intéressant de savoir précisément ce que tu fais. Oui. Et Anthony, rappelle-toi, en tout cas, écris seulement juste à nos équipes techniques pour qu'on te mette directement le compte. Et comme ça, là, dès que les choses vont voir, bon, moi-même, je vais déjà regarder. Comme ça, au moins, dès que ta campagne de crowdfunding est bon, nous, on fait aussi la pub en ce qui te concerne. Bon. Ok, merci. Donc, il y a aussi le frangin WSCH. On va aussi se capter en inbox. Donc, les gars, franchement, moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'on puisse vraiment se soutenir, qu'on puisse parler de ce qu'on fait et essayer de changer les trucs de changer les choses à notre petit niveau, quoi. Voilà. Oui. Exactement. D'accord. Bonsoir. En tout cas, bonne soirée à vous. Ça a été un plaisir de parler avec vous. Ouais. Donc, Anthony, on te laisse le mot de fin. Notre milliardaire. Alors, le bon effet, ça vous donne quand même un mot pour l'histoire. Alors, bon, on va pas forcer, hein. Croire en ses rêves. Ouais, c'est ça. Classico. Ouais. Okay. Non, c'est ça. Et le fait de croire en ses rêves, c'est quelque chose de très intéressant. J'en parlais déjà avec un frangin. Je lui disais que quelles que soient les circonstances, il faut continuer de croire en ses rêves. Aujourd'hui, nous tous, moi, par exemple, je suis en France parce que j'ai cru. J'ai cru en mes rêves. J'ai cru que il fallait que je fasse des choses, il fallait que j'ai du matériel pour faire ce que je voulais faire. C'est vrai, on a envie de travailler pour l'État parce qu'il faut rendre aussi disponible la connaissance qu'on a eue à l'école et tout. Mais derrière, tu dois avoir ton propre projet. C'est-à-dire que chez les autres, comment ça se passe? Tu peux travailler pour l'État, tu peux travailler pour un particulier. Mais en fait, le matin, quand tu te lèves, après avoir travaillé pour le boulot public, après avoir travaillé pour ton patron, toi-même, tu as ton propre projet sur lequel tu bosses. Ça, c'est très important. Travailler sur vos projets, ayez des projets, développer des projets personnels, mais il n'y a rien de tel en fait. Parce que tu vas t'investir toute ta vie. Regardez nos parents. On a des parents qui se sont investis toute leur vie. À la fin, pour avoir quoi? Une retraite où il est payé en monnaie de singe. Et parfois, il fait un boulot, il n'est pas épanoui. Donc, travailler sur ses projets, croire en ses rêves, c'est vraiment la base même de la vie. Donc, on termine sur ce mot de fin donné par notre milliardaire en chef. Le grand pitié, hein. Okay. Donc, en tout cas, on se capte la prochaine fois. Dès qu'il y aura un live, je pense qu'on est déjà tous abonnés les uns aux autres. On va directement se partager ça. D'accord. Ok. Donc, on se capte en off, les gars. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez. Bonne soirée, les gars. On fait en live.